Le nouveau rendez-vous de BNews Matin, ce matin, chers téléspectateurs du monde, bonjour, ça va, vous êtes contents, on est fiers d'être là. Bienvenue à tous, c'est un nouveau numéro, c'est une nouvelle rencontre et c'est une série d'actualités prévues pour vous, pour votre connaissance. C'est également un moment de partage et la possibilité de réussir le pari, de mettre tout le monde d'accord avec nos différentes séquences. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlera de santé. La Minute Santé est au rendez-vous. Également au rendez-vous, l'actualité culturelle. D'ailleurs, on annonce le retour sur la scène de quelques artistes importants après quelques séances de maladie ou encore quelques petites secousses comme Happy, mais aussi l'actualité qui tourne entre ce qui est présenté comme un clash sur les réseaux. Annie Answer, l'icône de la musique camerounaise, et Valsero, Artix, Activateur, etc. Bref, nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir sur toutes ces actualités, sans oublier également l'essentiel quand on parlera du petit débat. Et Christian Elou nous sera à la maison et avec lui, on évoquera cette grosse actualité sur la réaction des Camerounais ou des chrétiens sur les différentes sorties réalisées il y a quelques mois ou quelques semaines par le clergé au Cameroun. Vicenzo Guidiol, déjà en poste, comme tous les matins. Bonjour et bonne arrivée. Merci Visley, bonjour à vous, bonjour également à la grosse équipe technique qui nous accompagne tous les matins. Et bonjour à nos fidèles et nombreux téléspectateurs. C'est bien d'être là ce matin. Nombreux téléspectateurs, ils sont d'ailleurs très nombreux, qui nous regardent et qui trouvent beaucoup de plaisir à nous regarder. Et certainement, vous êtes en 3 pièces. Vous suivez le modèle du président de la République. Du Nyongui. C'est le modèle. Parce que on a vu le Nyongui lors de du sommet. Avec les autres présidents de la sous-région. Depuis même un certain temps. Ça fait comme un shogar, en fait. Il était tiré à 4 épées. Ouais, avec un 3 pièces. Dans tous les cas, on est arrivé sur ce plateau. On aura votre commentaire, votre analyse sur les différentes actualités. Lorraine Mendo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Visley, bonjour à Vicenzo et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de BNews Matin. Un coucou particulier à notre dynamique équipe technique. Alors dites quand même à Vicenzo qu'il est chaud ce matin et qu'il peut finalement vous faire une drague assidue à l'antenne. Non, il ne peut pas me faire une drague assidue à l'antenne. Vicenzo est chaud tous les jours depuis que nous sommes sur ce plateau. Donc vraiment, c'est une redondance de lui rappeler qu'il est chaud. Restons sérieux, s'il vous plaît. Non, on n'est pas sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux, c'est une émission sérieuse. Ah ok, je ne savais pas. Quand on est sur un plateau sérieux, on ne peut pas estimer que un frère a mis 3 pièces ce matin pour être en harmonie avec les couleurs de la chaîne également, mais aussi pouvoir prendre la parole sur toutes les questions. Alors, c'est un nouveau jour, c'est vrai. La janviose, vous sentez ça? Vous vivez la janviose? Ça vous secoue aussi, cette affaire? Bah non. Hein? Bah non. Oh, Lorraine, c'est pas n'importe qui dans la République. Déjà, Visley, les gens ne s'en plaignent pas. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression. On a même l'impression que le mois de janvier allait très vite. Donc, peut-être avec les pleurs ou alors les lamentations des uns en amont, c'est comme si on a conjuré le sort. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un mois véritablement difficile. On a l'impression que le mois va un peu plus vite. Ce n'est pas l'attitude de la résilience, là, qui peut habiter les Camerounais aujourd'hui? C'est possible, mais il y a aussi que peut-être des gens ont essayé de tirer les leçons et ils ont, ils ont pris des mesures ad hoc pour pouvoir juguler éventuellement une janviose éventuelle. Voilà, donc c'est bien si les gens s'en sortent, même si dans cette émission, on ira à la rencontre de quelques commerçants qui d'ailleurs expriment leur mécontentement après les décisions du Superman. Mais ce n'est pas la première actualité. La première actualité nous conduit dans ce pays qui est le pays de rêve de bon nombre. On parle alors des États-Unis d'Amérique et surtout de cette prestation de serment du 47e président. Donald Trump est de retour, il est au pouvoir et l'Afrique, le Cameroun, on peut s'attendre à quelque chose? Bon, Donald Trump qui effectue un comeback, faudrait le dire, c'est beaucoup de gens qui
essaye, du moins qui tremble même à la limite. Mais se poser la question de savoir si l'Afrique devrait y attendre quelque chose, moi je suis de ceux qui pensent que il faudrait rien y attendre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, à partir même de ses slogans de campagne, il avait affiché un chauvinisme bien viscéral. Comment ça, il n'a pas beaucoup de respect pour l'Afrique? Il n'a pas trop de respect pour les autres. Il se dit qu'il n'a pas assez d'intérêt à... Oui, il ne regarde pas les autres. Ouais. Quand quelqu'un, un chef de l'État parle de Make American Great Again, American First, vous comprenez que pour lui, c'est l'unilatéralisme. Il pense juste aux États-Unis. La preuve, il a même aussi dit qu'il allait fortement taxer les produits étrangers. Donc, on n'est pas très loin du protectionnisme. Donc, vous voyez que c'est un président qui a même l'intention de fermer... Bon, c'est un symbole, de fermer les frontières des États-Unis et de se concentrer sur les intérêts des Américains. Son objectif premier, c'est de pouvoir protéger ses compatriotes. Je pense que c'est légitime aussi. Hein? Et se présenter comme étant une puissance. D'ailleurs, les États-Unis, c'est une puissance. Mais maintenant... Et il faut peut-être un homme fort qui dit, écoutez, même s'il faut aller implanter le drapeau, je ne sais pas dans quelle planète, tenez-vous tranquille, les États-Unis reprennent leur place aux yeux du monde. Lorraine Mendo. Bon, il est dans son droit. Je pense que si les Américains ont choisi de le réélire à cette place après un petit congé de 4 ans, je pense que les Américains aussi peut-être sont dans la même, on va dire, partagent ces idéologies. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique devrait attendre de mon point de vue? Rien de fameux, rien de bon. Parce que déjà, dans son discours d'investiture hier, il a dit qu'il allait supprimer l'aide fédérale à la diversité. Et dans le programme de diversité, il y a cette fameuse loterie américaine, entre guillemets. Donc peut-être on s'achemine vers la fin de cette, on va dire, j'ai pas envie de dire mine d'or, bien, bref, cette facilité qu'avaient les Africains, certains pays africains, en tout cas jusqu'ici, à rallier les États-Unis. Il a fait pas mal d'annonces fortes qui vont justement dans le sens de vraiment se recentrer, refermer complètement, couper plein de liens extérieurs comme ça, surtout en termes économiques, dans le sens où c'est l'Amérique qui donne. Donald Trump n'a vraisemblablement plus envie de voir cette fuite de ressources-là et préfère, dans ses propres termes, il a promis un âge d'or à l'Amérique pour les 4 années à venir. Ah bon, je suis pas américaine, mais j'espère que le monde entier pourra quand même voir. Avez-vous déjà expérimenté comment ça s'appelle? Cette loterie américaine? Bah non, jamais. Moi, j'ai essayé la loterie américaine parce que moi, je rêve des États-Unis d'Amérique. Je rêve surtout de New York. Vous savez, bercé dans les couloirs du hip-hop au Cameroun, on a vu New York comme étant une destination importante. Mais aussi, quand on parle de Donald Trump, on parle de l'Afrique, on parle surtout de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui fait partie donc des soutiens et surtout du système qui va diriger ce pays-là, en rappelant à ceux qui nous regardent, Elon Musk vient de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est certes américain, il est l'homme le plus riche du monde, mais il avait bien ses racines sur le continent. Et vous dites que vous n'espérez rien, vous n'attendez rien. Vous savez, Bisley, lorsque vous regardez tous ceux qui entourent même Donald Trump aujourd'hui, ce sont des richissimes. Voilà pourquoi hier, moi, je parlais d'une oligarchie. Est-ce qu'on est encore en démocratie là? Il s'agit d'oligarchie. Et vous savez, un riche, généralement, s'embarrasse très peu des lois. Ouais. Donc, parce que la démocratie, c'est la dictature des lois, est-ce que ces gens qui sont autour de Donald Trump ne vont pas se hisser au-dessus des lois? Voilà tout ce qu'on peut craindre. Et en même temps, vous savez, le département d'État aujourd'hui sera occupé par, j'ai eu dit, de Thibor Nagui, quelqu'un qui n'a pas souvent eu des liens, je vais dire, cordiaux avec le Cameroun. Est-ce qu'il faut aujourd'hui craindre un Thibor Nagui qui viendrait encore donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme et tout ça au Cameroun? Voilà autant de choses qui font en sorte que, bon, depuis l'investiture de Donald Trump, il y a quand même matière à craindre. Alors, s'il y a peut-être matière à craindre pour certains, pour ceux qui ont écouté également le discours inaugural, il y a cette volonté aussi du côté des États-Unis de respecter ce qu'on a vite fait d'appeler les deux sexes, à savoir le sexe féminin, le sexe masculin, et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre mettre hors circuit toutes ces transformations où les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes.
On peut certes reprocher à Donald Trump beaucoup de choses. Il y a également dans son équipe quelqu'un qui fait beaucoup parler et qui est issu de la grande famille Kennedy et qui en rêve, c'est réellement tout faire pour maîtriser ces vaccins qui parfois même envahissent l'Afrique parce que lui n'est pas très favorable à ce que les États-Unis soient toujours au cœur des productions avec ces vaccins, etc. Et nombreux sont ceux qui partagent cette vision des choses. Oui, mais Wesley, on souhaiterait voir implémenter toute cette politique. Hein. Ouais. Mais lorsqu'on regarde, je vais dire, même l'idéologie que défend Donald Trump, à savoir les États-Unis d'abord, on a envie de se poser la question de savoir si lui, il a en idée que nous sommes dans un monde globalisé, c'est-à-dire dans un multilatéralisme exacerbé et prégnant. Parce que s'il faut beaucoup plus penser à soi, c'est-à-dire aux Américains, on va se poser la question, quid du reste du monde? Ce d'autant plus que le président Biya le disait dernièrement, le monde aujourd'hui nous confine à la solidarité. Si les États-Unis, la première puissance du monde, va se désolidariser du monde, on va où? Ok. Alors, Lorraine, dernière question sur cette première actualité de notre production de ce matin. Mais est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'avoir des ambitions pour son pays avant d'avoir un regard extérieur? C'est-à-dire que quand on est élu au Cameroun et qu'on est président, la première obligation, c'est de mettre les Camerounais bien avant de penser que la République centrafricaine, le Gabon, par exemple, les pays de la sous-région devraient bénéficier, par exemple, de la production d'énergie électrique. Sauf qu'on ne parle pas, Donald Trump ne parle pas de mettre d'abord les Américains bien avant de penser aux autres. Donald Trump ne pense pas aux autres, il ne pense qu'aux Américains. Voilà la différence. Et nous sommes quand même au 21e siècle où aucun État ne vit en autarcie, où on est quand même, où on prône quand même d'État en État cette solidarité mondiale. Et dans cette, on va dire, cette façon égoïste, entre guillemets, de voir les choses, il y a des décisions qui sont prises. Par exemple, retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ça, c'est une décision, une des annonces parmi tant d'autres que Donald Trump a faites hier. Sauf que les États-Unis, par exemple, du fait d'être peut-être un pays très industrialisé, ont les moyens de lutter contre les effets du changement climatique. Lorsqu'on va donc être le premier pollueur du monde, se retirer des accords de Paris sur le climat, ce sont les pays pauvres qui vont en souffrir. Donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est très bien de vouloir dire, ouais, moi, en tant que président, vraiment, je veux m'occuper seulement de mes gens, mais il y a des conséquences à cela, et les conséquences, ce sont les autres, forcément, qui vont en pâtir. Donc, bon, à titre personnel, je n'attends pas vraiment grand-chose de... Et puis, en même temps, on parle ici d'une superpuissance. Une superpuissance a des devoirs mondiaux. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a une très bonne relation entre les États-Unis et le Cameroun. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'ambassade américaine qui est au Cameroun permet chaque année aux journalistes camerounais d'aller faire quelques jours du côté des États-Unis, faire quelques États. C'est une initiative qui est menée par des journalistes qui sont au service de la politique et qui bénéficient très souvent de ce voyage-là. Autre actualité ce matin sur BNews Matin de ce matin. Alors tout le monde aujourd'hui a quand même une page Facebook. Lorraine, vous avez une page Facebook? J'en ai 3. Oh, incroyable. C'est normal ça? Bon, oui, avec le même nom? Non, pas avec le même nom. Pourquoi? Non, c'est normal parce que on ne fait pas tous sur la même page. Je mène plusieurs activités. Il faudrait pas qu'il y ait, on va dire, mon compte personnel, c'est mon compte personnel. Maintenant, il y a des pages. Oui, le compte. Vous allez dire que vous avez combien de pages? Aujourd'hui, on est plus dans... Bon, 2 pages. Une page que je n'utilise plus. Vous avez un compte et vous avez vos 2 pages. J'ai un compte et 3 pages. Vous avez 3 pages. Oui. Et 3 pages, ça vous sert à quoi? Vous faites quoi exactement? Non, ça me sert à... Bon, il y a des activités que je mène en ligne, que je... Vous menez quelle activité, madame? Vous menez des activités, vous voulez pas nous dire? Non, vous faites quoi? Je vends. Vous vendez quoi? Bon, parfois des vêtements, des accessoires. Voilà, il faut nous dire, parce qu'on dit je vends pour une femme. Ça, c'est le e-commerce. Je vends. Je vends quoi? Je vends. Quoi? Je vends. Tu vends quoi? Les vêtements, rouge à lèvres. Voilà! Il faut être précise parce que ça peut être sujet à caution. Pour une journaliste, c'est pas... Pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne dévoiler mes activités? Non, mais parce que ça peut, on peut avoir de nouveaux clients ce matin. On peut avoir de nouveaux abonnés aussi. Mais ce qu'on sait aussi... Ça peut vous faire de la clientèle. Ça peut me faire de la clientèle. Tout à fait. On sait que ça marche aussi, cette affaire. Mais vous croyez réellement que c'est une formule qui fait vendre?
Ce qu'on sait, c'est que la rédaction centrale de BNews Matin a pris l'engagement d'aller rencontrer quelques Camerounais pour leur poser la question, la facilité à avoir accès à Internet, l'utilisation et aussi le business via les réseaux sociaux. Trottoir vide. Ce matin, sur les routes du marché Mokolo, la tension est palpable. Commerçant au marché Mvombi à Yaoundé, Sopo Priso vit une belle expérience depuis qu'il a également entamé avec le commerce numérique. Je suis à plus de 85% des bénéfices. J'ai tiré plus de bénéfices à 85% que en commercialisant normalement. Depuis que je fais des ventes en ligne, moi, je pense que ça va plus vite. Je suis à presque 85% de bénéfices. Avis partagé par plusieurs personnes pour qui les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la promotion des articles. Donc en fait, on a créé une page sur laquelle on fait des posts, on publie des choses que nous avons au jour d'aujourd'hui. C'est incontournable. Il y a des clients qui, à partir de là, vous appellent, vous contactent, vous indiquez votre position, ils viennent acheter. Ou alors, parfois, on ne les donne pas les données sur place, on va vers le client. Au Cameroun, l'économie numérique est en pleine expansion et englobe toutes les sphères. Les secteurs les plus développés sont ceux de la finance et des impôts. Le numérique est effectivement une réalité au Cameroun et le pays, depuis 2 décennies au moins, a pris la pleine mesure de l'importance de cet outil technologique pour son développement. Et face à l'ampleur des atouts sur l'économie, des programmes scolaires sont créés pour adapter les offres de formation à cette révolution. Les jeunes Camerounais, pour le dire, sont suffisamment imprégnés et plongés dans le numérique. On peut citer comme ça les jeunes de l'avenue Kennedy à Yaoundé, ceux de la Silicon Mountain à Buea, les jeunes de nos écoles polytechniques et ceux des instituts privés d'enseignement supérieur. Cette grande percée du numérique au sein de la jeunesse constitue un atout important de développement du pays, surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Pour l'heure, l'index de développement des technologies de l'information et de la communication connaît une percée de 42,6 en 2024 contre 38,2 en 2023. S'appelle Stella est là et c'est elle qui nous fait le compte rendu. Elle est allée rencontrer quelques Camerounais. C'est un business qui passe. Si aujourd'hui, à travers les pages Vicenzo Guidjol, on peut faire du chiffre, et d'ailleurs les personnes qui ont été interviewées sont des personnes d'une autre génération, mais qui s'adaptent à la technologie nouvelle. Oui, c'est le nouveau monde, hein? C'est le nouveau monde, les réseaux sociaux. Donc, vous y trouverez un peu de tout, y compris du commerce. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir s'adapter parce que c'est quand même la manipulation d'une nouvelle technologie. Mais toujours est-il que visiblement, on se rend compte que les gens s'y adaptent. Les gens s'y adaptent et vous voyez qu'il n'y a pas d'âge nécessairement. Vous trouverez monsieur tout le monde. Aujourd'hui, j'ai dit il est difficile de faire sans les réseaux sociaux. Parce que j'ai coutume de dire c'est une grosse partie, sinon toute la société qui s'y est retrouvée. Donc, du coup, on peut y mener des activités lucratives. Mais vous savez aussi qu'en ce qui concerne la couverture ou encore la pénétration d'utilisation d'Internet, le Cameroun est loin de... Bien sûr. Le Cameroun est très loin parce qu'il y a encore des zones aujourd'hui où on ne peut pas avoir accès à Internet, où même les ressortissants n'ont pas toutes les informations via les réseaux sociaux. Et mais nous, on se contente, étant donné que nous sommes dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Boya, on se dit, tous les autres sont comme nous. C'est le sempiternel problème. Nous sommes un jeune État en construction. On espère qu'avec le temps, on pourra couvrir tout le territoire. Parce que, effectivement, c'est tout le monde, je dirais. C'est une grosse partie de la société qui aimerait y mener des activités. Même si les téléphonies mobiles ont parlé de la 4e génération, et j'ai encore en mémoire une interview que la ministre en charge des télécoms accordait à un média qui s'appelle Vox Africa, et elle parlait de 13% de pénétration d'Internet au Cameroun il y a quelques années, donc forcément on a fait quelques pas vers l'avant. S'il y a des pages Facebook pour faire du business, il y a aussi WhatsApp. Et moi, je m'interroge comment on fait pour regarder autant d'images. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui font, entre guillemets, le commerce en ligne, mais on vous aligne 100 photos sur comment on appelle ça, sur son statut WhatsApp.
Bon, il y a des gens qui regardent. S'ils continuent de mettre leurs marchandises dans le statut, c'est que forcément, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui achètent. Mais beaucoup plus la tendance est souvent tournée vers la création de groupes où on va rajouter les amis de leurs amis et les amis de leurs amis, etc. pour de temps en temps, lorsqu'on a un arrivage, voilà, publier son nouveau stock. C'est la technique, enfin, c'est la technique que je connais le mieux, en tout cas, cette façon. Et puis, bon, il y a aussi... après le rachat de WhatsApp par Facebook, il y a depuis la possibilité de lier des comptes, donc pouvoir renvoyer les clients directement de Facebook à WhatsApp. Et je pense que ça facilite quand même la tâche à pas mal de ces petits business-là. Ça évite aussi, bon, vous savez, parfois répondre aux messages sur Facebook, c'est compliqué parce que parfois entre les personnes qui vous écrivent à titre personnel et alors lorsque quelqu'un vous joint directement via WhatsApp, vous savez que c'est pour soit des renseignements ou alors pour directement passer la commande. Est-ce que ce numérique nous fait du bien? Parce qu'on vend tout dans cette affaire. Hein. C'est un tout en un là. Attendez, nécessairement. Il y a des produits folâtrés. C'est-à-dire qu'on vous présente, on ne retrouve pas de frelatés. Oui, je veux dire, ce n'est pas un monde de bisounours là-bas. C'est comme le commerce normal. Oui, mais attendez, on aurait attendu mieux. On se serait attendu de mieux quand même. Donc vous pensez que si on n'a pas résolu les problèmes dans le monde réel, on va aller les résoudre de manière virtuelle. Même, je veux dire, tous les jours, on nous montre les images de la police qui vont, je sais pas moi, peut-être faire incursion dans une usine de fabrication de frelatés. Ces produits frelatés là, parfois on les retrouve dans des supermarchés, parfois on les retrouve dans des alimentations, dans les boulangeries et autres. Là, on est dans le monde réel. Si déjà au niveau du monde réel, on n'arrive pas à contrôler, vous pensez que c'est dans le virtuel que subitement tout va bien se passer, on va devenir... Non, mais ce sera certainement un monde... Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai, il y a même des arnaqueurs sur le numérique, ça c'est une vérité, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire payer avant la livraison et puis dès qu'on fait le dépôt, ils ne répondent plus. Là, ce sont les risques du métier, mais bon. Parce que je vois aussi certains qui sont devenus depuis quelque temps des adeptes des achats en ligne, et notamment les femmes, et des livraisons à domicile, et on va payer le livreur. C'est bien, mais est-ce que c'est pas un secteur également où il faudrait une certaine régulation? Parce que est-ce qu'on vous paye les impôts dans est-ce que votre page paye déjà les impôts? Vous payez des taxes, vous payez quelque chose? Parce que vous gagnez de l'argent en vendant des rouges à lèvres. Le secteur n'est pas régulé. Tant qu'il n'est pas régulé, il sera difficile que le radar fiscal s'y retrouve. Il faudrait déjà penser à le réguler. Parce que il y a cela quelques années, on parlait de cette régulation en disant on va taxer les pages Facebook. Mais le problème, c'est que dans les faits, je pense pas qu'on a véritablement les moyens techniques que ça demande de taxer chaque page sur les réseaux sociaux. Là, notre niveau de développement technologique pour le moment n'est pas vraiment favorable à une vision pareille. Donc, pendant un moment encore, peut-être quelques années, peut-être une décennie, on va continuer. Mais aussi, le conseil est clair, c'est qu'on vend tout sur les réseaux aujourd'hui. Vous voulez manger, vous voulez des cheveux, vous voulez une paire de chaussures, je sais pas. Même des cours en ligne, des cours en ligne, des services de traduction. On fait un peu de tout. Et bon, je me dis aussi parce que bon, le déplacement, si on peut économiser pour les clients en termes de déplacement, imaginez vous devez vous rendre dans un lieu de cours tous les jours. Par contre, vous avez soit un téléphone ou un laptop, vous pouvez suivre ce cours à domicile chez vous. Vous devez peut-être aller rencontrer un traducteur de manière physique si vous pouvez le gérer en ligne. Pourquoi pas, vous avez peut-être envie de faire un cadeau à quelqu'un, au lieu de vous rendre dans, je sais pas moi, une agence événementielle, vous contactez ce service-là. Ils viendront vous livrer sur place ou ils vont livrer directement à la personne. Ça facilite la vie, en même temps, ça crée des emplois parce que ces personnes intermédiaires-là, en même temps, Internet, c'est la modernité. En même temps. Cette modernité qui est menacée, par exemple, comment pouvait-il en être autrement? Dans un pays comme les États-Unis, on revient pour parler de Donald Trump. Vous savez que TikTok, qui est un réseau social chinois, qui est menacé du côté des États-Unis. Et j'ai écouté... Il a été réhabilité. Non, je dis qu'il est menacé. Je n'ai pas dit qu'il a été. Je dis qu'il a été menacé. Et d'ailleurs, j'ai écouté un reportage sur cette question et plusieurs commerçants qui ont trouvé, entre guillemets, ils ont créé des richesses, trouvé de l'emploi aux gens, étaient déjà dans des plaintes en se disant si réellement on met stop au fonctionnement de ces réseaux-là aux États-Unis, ce sont des emplois, c'est du business, c'est des choses qui allaient, ils allaient dans la perte totale. Je pense que c'est cette, on va dire quoi, cette petite frère, c'était
je sais pas comment une dire en secousse français. là. C'était une déclaration de Trafalgar. Il savait qu'il ne peut pas implémenter. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Politiquement, même incorrect. Je pense que les États-Unis aujourd'hui sont le premier client quand même de l'application TikTok. Ouais. Que ce soit même en termes d'utilisation personnelle, en termes de création de contenu, de revenus, etc. Et puis, la manière dont on a fait les annonces, parce que moi, j'ai regardé certaines captures, lorsque TikTok est revenu, c'était des annonces... malheureusement, on ne pourra peut-être pas les avoir à l'écran en mode oui, nous avons terminé les discussions, le président Donald Trump a instruit le retour de... Donc, moi, il s'est mis, je sais pas, c'était comme une sorte de je viens vous sauver. Vous avez un chef d'État à des conseillers, hein? On peut lui dire que cette mesure-là, elle est impopulaire. Et il a un capital sympathie à regagner. Donc, faire une petite manœuvre comme ça, il dit, ouais, c'est moi qui vous ai ramené TikTok, ou alors j'ai discuté avec eux pour que, bon, je veux dire, on peut pas lui en vouloir, c'est un politicien. En même temps aussi, peut-être, c'était une façon de dire aux Chinois, I'm back. Attention, je suis le maître du monde en ce moment. Voici la revue de presse. Voilà, la revue de presse ce matin, c'est une signature comme tous les matins de Lorraine Mendo. Et une fois de plus, c'est Cameroun Tribune qui est au cœur de l'ouverture de notre revue de ce matin. Cameroun Tribune qui ce matin s'intéresse à l'élection présidentielle 2025. Les voix de l'investiture, c'est le titre en grande une. Ce matin, les tractations se multiplient au sein des partis politiques afin de trouver le candidat idéal pour choisir son champion. Chaque formation a désormais recours à des mécanismes qui lui sont propres. Dispositions statutaire, congrès extraordinaire, convention ou encore décision en comité restreint sont quelques dispositifs prévus. Cameroun Tribune qui entre déjà dans le balai de cette campagne présidentielle vous offre un focus que vous retrouverez sur 3 pages, des pages 5 à 7 ce matin. Et en pied de une, on s'intéresse à la mairie de Yaoundé, mairie qui a donc interdit la vente sur les trottoirs depuis hier. La mesure du maire Luc Messi à Tangana est effective et les rues de la cité capitale ont commencé à être libérés, suivant donc ce communiqué rendu public le 10 janvier dernier. Le maire de la cité de Yaoundé, le super maire de la ville de Yaoundé, continue donc de faire face à certains commerçants qui opposent une légère résistance à cette mesure jugée impopulaire car faisant obstacle donc au gagne-pain de milliers de Camerounais. Retrouvez un dossier de la rédaction en page 14 et 15 de la parution de Cameroun Tribune ce matin. Nous parlons politique avec le point hebdo qui s'intéresse au président de la République Paul Biya. Intact, c'est le titre en grande une ce matin. Le journal fait le point sur la vie de la nation, les aspects et perspectives de 2035 lors de son rendez-vous du 31 décembre dernier avec la nation. Fidèle à sa vision, le chef de l'État, Paul Biya, n'a pas caché ses ambitions de laisser un pays émergent à l'horizon 2035. Il est donc debout, lucide, protecteur, perspicace et acéré, encore plus audacieux selon le journal. Il a annoncé de nouvelles perspectives de croissance et de développement. Sa nouvelle ambition permettra-t-elle l'espoir d'un avenir meilleur? Pourquoi certains sceptiques d'hier misent aujourd'hui sur sa probable candidature? Ce sont des questions que se pose le bi-hebdomadaire Le Point et vous retrouverez une tentative de réponse en page 11 de sa parution de ce matin. Avec le journal Alpha Echo, on s'intéresse au soutien et développement des petites et moyennes entreprises. Le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat renforce ses cadres de coopération, nous fait savoir le journal. Le ministre Achille Basileken III a reçu en audience le 17 janvier dernier dans son cabinet à Yaoundé les ambassadeurs du Japon au Cameroun, Minami Kentaro, et celui de la Turquie, Volkan Özkiper, donc ambassadeur de Turquie. Les objectifs visés de ces 2 séances de travail étaient le renforcement des cadres de coopération entre le Cameroun et ces pays au profit des petites et moyennes entreprises camerounaises dans le but donc de booster l'économie du Cameroun. Alpha Echo vous refait le point et vous donne donc les grandes lignes, ce qu'il y a à retenir de ces 2 entretiens en page 3.
Nous poursuivons cette revue de la presse dans un autre ministère, celui de l'habitat et du développement urbain cette fois, où la ministre Célestine Ketcha-Cortez évalue donc les chantiers qui sont en cours dans la capitale économique du Cameroun. La ministre de l'habitat a effectué une mission d'inspection spontanée dans la ville de Douala. La station de traitement des boues de vidange affiche un taux d'avancement de 98% au terme de cette visite. Célestine Ketcha-Cortez a affiché sa satisfaction au terme de cette visite. Vous retrouverez l'entretien intégral en page 7 de Camer Presse. Nous poursuivons cette revue de la presse en société avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse aux enjeux sécuritaires de l'année 2025. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a donc évoqué les différents chantiers sécuritaires de l'année 2025 ainsi que les défis à réaliser par son département ministériel. C'était au cours de la cérémonie de présentation de Nouvel An à son endroit, cérémonie qui s'est tenue le week-end dernier à Yaoundé. Retour donc sur ces faits, sur les grandes lignes de son discours en page 3. Nous poursuivons cette revue de la presse carte sur table avec le quotidien Mutation. Jeu de mots donc pour parler de cette nouvelle mesure à l'endroit des citoyens en situation de double identité. Comment se déroulera l'opération organisée par la délégation générale à la sûreté nationale à l'effet donc de résoudre les problèmes de filiation pour la délivrance des cartes nationales d'identité. La DGSN signale un peu plus d'1 million de cas de double identité enregistrés sur le territoire camerounais. Mutation vous propose son décryptage en page 5 et en pied de une, on s'intéresse donc au département d'État américain où le journal nous fait savoir que Tibor Nagy fait son retour. Quels sont les enjeux pour l'Afrique et pour le Cameroun en particulier? Réponse en page 7. Nous poursuivons cette revue de la presse avec un autre fait de société dans le journal Télégramme, cette fois hebdomadaire d'information stratégique et de lobbying, où on nous fait savoir qu'il y a des odeurs de malversation et de tripatouillage du côté du centre de formalité de création des entreprises de Yaoundé. Cette institution qui est devenue, à en croire des sources, une vache à lait d'un groupuscule qui se bourre les poches et la pense au détriment des caisses de l'État. Selon le journal, l'affaire fait donc grand bruit au risque d'emporter la responsable en chef de cette structure, le régisseur et certains greffiers. La direction générale des impôts ne voit que du feu du fait des soutiens de ses responsables indélicats entre guillemets. Une réunion donc tenue à l'agence des promotions des petites et moyennes entreprises à Yaoundé aurait accouché d'une souris. Détail en page 3 de Telegram News. À la suite dans cette revue de la presse et quotidien qui est également dans les kiosques à journaux et qui en pied de une s'intéresse au plan d'import-substitution, des incertitudes sur l'atteinte des objectifs d'ici 2026. C'est la nouvelle en pied de une. À sa première année de mise en œuvre, les résultats de ce plan gouvernemental, qui sont estimés à un peu plus de 1300 milliards de nos francs, ne sont pas prometteurs. La production a chuté dans divers domaines. L'insécurité alimentaire s'est accentuée. Les importations ont pris de l'envol. De nombreuses contraintes persistent sur le terrain selon certaines autorités en charge de la mise en œuvre du dit programme. Et Quotidien vous plonge dans son analyse en page 6 et en autre pied de une de ce journal. On s'intéresse à l'énergie électrique et les ménages et les entreprises camerounaises renouent avec les délestages malgré les 300 mégawatts injectés par le barrage Nightingale. Depuis fin décembre 2024, de nombreux quartiers et villes de Yaoundé sont privés d'électricité de jour comme de nuit pendant des périodes allant juste de 6 à 8 heures selon le programme de rationnement d'énergie électrique diffusé par l'entreprise Eneo, le distributeur exclusif de l'électricité dans le pays. Reportage à retrouver en page 7 du journal et quotidien. La voix des entreprises est également dans les kiosques à journaux et nous emmène dans la ville de Douala, plus précisément au port autonome, où le cap est désormais rivé vers la construction de nouvelles infrastructures. En effet, le 17 janvier dernier, une convention a été signée entre le port autonome de Douala et la société française Negri, convention marquant donc le début de l'extension
l'extension du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Ce projet ambitieux a pour objectif de moderniser et d'indiquer et d'optimiser les infrastructures portières, assurant ainsi la compétitivité de ce port dans le commerce extérieur du Cameroun. Vous retrouverez plus de précisions dans les colonnes de la Voix des entreprises et nous reformons cette revue de la presse avec le quotidien Éco-Santé qui nous fait savoir que les villes de Douala et Yaoundé sont sous la menace de la peste. L'alerte a été lancée par certains experts sur les questions liées à l'environnement et à l'écosystème, des experts qui appellent les autorités sanitaires camerounaises à améliorer le cadre de vie des populations pour éviter le pire. Douala et Yaoundé, tout comme la plupart des villes du Cameroun, sont envahis par les rats, les décharges sauvages, les eaux usées et les mauvaises conditions d'hygiène créent un environnement propice à la multiplication de ces bêtes. La situation critique qui favorise la propagation des maladies graves comme la peste, des conséquences sanitaires pourraient être bien plus dramatiques et les autorités sont appelées à agir plutôt rapidement. Éco-Santé vous propose donc son reportage en page 4 de la parution de ce matin et c'est sur ce, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue des grandes unes. Voilà, c'était bien, merci à Lorraine. Maurice, Christian et Lundo, déjà sur le plateau, c'est pas votre prénom, apparemment. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était bizarre. Ce mec me veut, qu'est-ce qu'il me veut? Maurice, oui, c'est mon deuxième prénom, c'est même d'ailleurs le premier. Vous êtes grand-père? Mais Christian, ne vous fâchez pas, bonjour. Si vous appelez Maurice, vous n'avez qu'à l'appeler Magloire. Je pense que la vie est trop facile. Bien trouvé, bien envoyé. Ouais, mais voilà. C'est mon père. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien l'appeler Magloire. Voilà. Et comment je dis ça, je crois que ma mère était très contente quand elle m'a donné ce prénom. Voilà, moi je suis justement l'homonyme de mon grand-père et mon grand-père se prénommait Maurice. Oui, parce qu'en fait, ma mère, après avoir donné naissance plusieurs fois, elle a passé pratiquement 14 ans. Wow. Et donc, en principe, j'aurais dû être appelé la gloire. Mais maintenant, il fallait la mis ma gloire. Je pense que c'est un peu la petite raison. Vous allez bien? Ça va super bien. C'est vrai qu'il y a deux actualités là. La première, c'était avec Éco-Santé qui parle de la peste. Mais c'est grave ça, cette affaire. Oui, c'est vrai aussi qu'il y a le volet sécuritaire. On peut dire un mot rapide sur la peste. Oui, c'est suffisamment alarmant. Il y a Yaoundé, voilà, dans les principales villes. Si c'est Éco-Matin qui s'occupe... Éco-Santé, autant pour moi. Qui s'occupe spécifiquement des questions liées à la santé. Ouais. Ça veut dire qu'il y a matière à s'inquiéter. Ils ont certainement mené une enquête parce qu'on fait quand même confiance à ce qu'ils sont de ce côté-là. Ouais. Mbembouma, on le connaît. Il y a Norbert Ebodé qui les a rejoints récemment, qui est aussi un brillant journaliste. Donc, on s'imagine qu'ils ont mené une belle enquête, ils ont été sur le terrain et ils se sont effectivement rendus compte qu'il y a une menace. C'est vrai que, pour ne pas mentir, il y a comme une sorte de prolifération de ces petites bêtes-là dans les marchés. C'est véritablement dû à cet adimondi qui jonche les rues un peu de partout, les petites souris, les cafards. Et il y a un type de petits cafards là, j'ai remarqué dernièrement, voilà. C'est des petits cafards comme ça, mais qui sont d'une nuisibilité que vous ne pouvez pas soupçonner, Magloire. Oui. Donc je crois que si Éco-Santé met cette actualité à la une, à sa grande une, ça veut dire qu'il y a véritablement matière à s'inquiéter. Les autorités sanitaires devraient pouvoir prendre cette actualité au sérieux. Et en passant également par les différents supermaires. Tout à fait. C'est vrai qu'on aura cet élément en deuxième partie de l'émission, parce que j'ai écouté aussi quelques Camerounais qui disaient mais c'est bien le supermaire de dire vendez pas sur le trottoir, mais aussi voilà des questions importante pour développer des villes. Et super, ça veut dire qu'on a un super-héros. Le gars dans le reportage qu'on va écouter tout à l'heure, le gars disait, il est super-maire. Donc, il est super-maire. Ouais. Donc, il doit vraiment être super-maire. Voilà. Mais Visley, avant d'interpeller le maire, il faut interpeller les populations. Sur la peste. Oui. Pourquoi est-ce que le premier comité d'accueil dans nos quartiers, au sein de nos marchés, est constitué des rats? Pourquoi Comment ça? Oui, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai ce que je dis. Je ne comprends pas. Je veux dire, vous trouverez dans nos quartiers aujourd'hui des gens qui ont admis que les rats deviennent leurs voisins. Ils ont admis. Oui, ils ne font rien. Ils ne font rien comment? Attendez, Vicenzo. On a toujours le choix dans la vie. Attendez. Comment on fait pour les rats? Vous avez les sociétés
qui sont en charge, qui doivent s'occuper du nettoyage, du ramassage, au moins du ramassage de la collecte. Il y a des structures qui ont été mises sur pied, que ce soit par les communes ou par l'État, pour le ramassage de ces ordures. Ils ne les ramassent pas. Vous voulez que les populations fassent quoi? Si dans le même temps, vous abandonnez, Vicente, vous pouvez permettre que je chute. Vous pouvez permettre au moins. Et dans le même temps, on a une certaine police de l'environnement qui vous dit qu'il ne faut pas brûler les ordures parce que ça pollue. Parce que vous voulez que les gens fassent quoi? Qu'ils avalent leurs ordures, qu'ils gardent ça chez eux. Je veux bien comprendre. Surtout au niveau des marchés. Parce que le marché, c'est un endroit par excellence où on produit des ordures. Des tonnes d'ordures par jour. Quand les sociétés de ramassage ne font donc pas leur travail, peut-être pour des raisons qui nous sont encore inconnues officiellement pour le moment, et vous accusez les populations doivent faire quoi? Les responsabilités sont partagées. Donc, la première responsabilité appartient à ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent sont les premiers responsables du territoire. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent doivent prendre des décisions pour mettre des populations dans de bonnes conditions. Maintenant, la population doit respecter les conditions et les règles établies par ceux qui nous dirigent. On sait tous quelles sont les mentalités de nos populations. On sait tous comment les uns et les autres se comportent. Mais après, Vicenzo, il faut quand même reconnaître qu'il y a un minimum d'efforts qui doit être fourni du côté des autorités dirigeantes. Parce que Lorraine l'a dit, si les gens n'ont pas où déverser leurs ordures, qu'est-ce qu'ils font? Quand on a sorti les ordures de son ménage, on les met où? On est d'abord interdit de jeter les ordures n'importe où parce qu'il y a des endroits qui doivent être aménagés pour la cause. Si ces endroits-là ne sont pas aménagés, qu'est-ce qu'on fait? Et quand bien même ces endroits-là sont aménagés, dès qu'on a déposé ces ordures, on ne les ramasse pas. Qu'est-ce que les populations doivent faire à ce moment-là? Vigilance, vigilance, prudence, prudence. Yaoundé, Douala, sous la menace de la peste. Et en 2025, dans les grands... Dans la peste qui a sévi en 1400, je ne sais pas quoi en Europe. Et puis on est en 2020, quand on ne parle de la peste, mais ça c'est une blague. Vicenzo dit que c'est la responsabilité des populations. Les responsabilités sont partagées. Si on a vu les populations, tout simplement parce que les pouvoirs publics n'arrivaient plus à assurer leur sécurité. On a vu des populations se prendre en charge à partir des... Mais c'est pas comment ça? L'instinct de suivi. Non, mais attendez. Je suis sérieux. Oui, moi je comprends que tu sois sérieux, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas véritablement comparable parce que là, il s'agit d'une organisation, les gens partent de sorte de leur maison chez eux, se munissent d'un petit matériel pour pouvoir se positionner à certains endroits stratégiques du quartier, pour pouvoir, laisse que je termine s'il te plaît, pour pouvoir éviter éviter des agressions et une certaine incursion dans leur quartier. Mais là, il s'agit d'une activité qui nous amène à sortir les déchets de chez nous pour les déposer quelque part. Et ces ordures sont récupérées pour une transformation pour aller en train de justifier qu'aujourd'hui vous voisinez avec les rats et les souris sous prétexte que vous avez été abandonné par les pouvoirs publics, c'est ça? Je pose une question simple. J'entre dans ma cuisine, je prépare et tout, il y a les pots de plantain, les pots de bâton. Dès que je finis, je mets où? Il y a toujours un endroit où vous pouvez mettre. L'endroit c'est où? Merci. Moi je sais pas où vous habitez, même à je peux mettre. Même s'il faut parcourir 100 mètres pour aller déposer les ordures là où il faut. Et là, quand vous parcourez dans les 100 mètres, vous trouvez un tas d'immondices qui dépassent la taille d'un immeuble. Vous faites la différence entre un être humain et un animal. Apprenons à faire dès que vous arrivez, vous commencez à 100 mètres pour déposer vos ordures. Vous trouvez un tas d'ordures qui a dépassé 100 mètres de hauteur. Vous faites comment? Ok, merci à Christian, merci à Vicenzo et à Lorraine. Le petit débat, c'est dans quelques secondes. Dans un monde fortement mondialisé, l'originalité, l'authenticité et la préservation de l'identité restent les seules clés du succès retentissant. Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de l'Afrique, émerge une marque inspirante. Zemmour. Un état d'esprit alliant dans la mystique et la cosmogonie africaine, l'intelligence humaine, la puissance, la détermination et la résilience des félins. Zemmour, où la puissance et la détermination sont en vous. Zemmour, votre marque de sport. Zemmour,
habilleur officiel de la colombe sportive du Djaïlobo. Fidèles téléspectateurs de BNews, salut. Je suis le prophète Bayar Akame, pasteur résident de la cathédrale de la foi et Koumdoum à Yaoundé. Restez connectés avec nous chaque matin, 5h30, 6h, dans le cadre de notre émission Dunamis. Un moment de puissance, un moment d'onction, un moment de grâce et un moment de grande bénédiction. Recevez la parole prophétique qui va vous accompagner pendant toute la journée. Ne commence pas la journée sans recevoir cette bénédiction. Et à chaque fois que tu es connecté, Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. Soyez là, 5h30, 6h, à BNews Canal Sat 329 et à Théoling, la chaîne 11. Sois connecté et Dieu va te parler, Dieu va te bénir. N'oubliez pas, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je vous aime. Fabrice Événementiel, l'art de sublimer vos moments uniques. Vous rêvez d'un événement à la hauteur de vos attentes? Avec Fabrice Événementiel, chaque occasion devient un souvenir inoubliable grâce à notre expertise et à notre créativité. Décoration personnalisée, faites briller vos vêtements avec des décors qui reflètent votre style et votre thème. Inauguration et réception, accueillez vos invités dans une ambiance chic et professionnelle. Fabrice Événementiel, c'est aussi hôtesse d'accueil, dîner de gala et soirée VIP, foire et salon, aménagement de cuisine et de stand, location de matériel événementiel. Chez Fabrice Événementiel, nous mettons tout en œuvre pour faire de chaque projet une véritable réussite. Notre équipe expérimentée s'engage à répondre à vos besoins les plus spécifiques, que ce soit pour un événement intime ou une grande célébration. Où nous trouver? Rendez-vous en face de la Total Biteng, là où vos rêves d'événements prennent vie. Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé et une prise en charge professionnelle de votre événement. Fabrice Événementiel, votre référence pour des événements d'exception. Osez l'excellence, vivez la différence. Il existe 8 merveilles dans le monde moderne. Les 7 premières consacrent les monuments du XXe siècle qui se distinguent. La 8e, la plus récente et la plus moderne, est l'ambassade du paradis sur terre, le Safia d'Hôtel de Yaoundé. Toutes les marches de la pyramide des besoins trouvent leur socle dans les tours jumelles du Safia d'Hôtel. Safiad, ce n'est pas qu'un hôtel, c'est une merveille du monde moderne. Safiad Hôtel, faire de votre satisfaction notre priorité. À suivre dans les prochaines minutes le point net avec cette présentation de Marie-Noël Onana qui nous parlera d'un bébé abandonné devant une porte d'une maison. On aura également, on vous présentera l'image d'un fils de président, en fait qui est un faux fils de président. Bref, Marie-Noël sera avec nous dans quelques minutes. Mais bien avant, voici le petit débat. Et ce matin, on rentre dans l'univers de la réaction des Camerounais. Christian Elounou, c'est cela, après la sortie des évêques, mais également après le discours ou encore le communiqué du gouvernement. Peut-être que les gens pourraient trouver qu'on en fait un peu trop, mais moi je pense qu'on devrait continuer à en parler parce que c'est une actualité qui restera sur la place publique jusqu'à ce que la prochaine élection présidentielle ait lieu. Et nous revenons ce matin parce que depuis qu'on en parle, on n'a pas véritablement vu, nous dans les médias, les gens aller vers les chrétiens, vers les populations pour leur demander quel est réellement leur point de vue, quelle est leur position par rapport à ces sorties des évêques qui ont fait beaucoup de bruit. Et hier, nous avons essayé de faire un petit reportage sur le terrain au détour d'une messe à la cathédrale. Nous avons rencontré quelques chrétiens, l'équipe qui était là-bas, justement, pour leur demander, les évêques ont fait ces sorties-là, ils se sont véritablement intéressés à l'actualité politique de notre pays, notamment relativement aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle à venir. Est-ce que les postures de ces évêques-là peuvent
influencer votre décision politique. Si vous, lorsqu'on va suivre l'élément qui a été réalisé tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que les avis sont divergents. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il était intéressant qu'on revienne dessus ce matin parce que il faut qu'on sache, enfin, qu'on essaie de sonder les populations pour savoir si, éventuellement, si les évêques d'aventure continuer dans cette lancée-là, ça pouvait peut-être permettre l'inversement d'une certaine tendance pour l'élection présidentielle prochaine. Alors, c'était très utile de rencontrer les populations et surtout les chrétiens pour dire que pensez-vous des différentes sorties. C'est-à-dire que le gouvernement a pris la parole, les évêques ont pris la parole, certains ont pris la parole, les chaînes de radio, de télé, la presse, les commentaires, les hommes politiques, les paroissiens du dimanche sur les plateaux se sont exprimés, mais on n'a pas beaucoup écouté les chrétiens et la rédaction de BNews 1 a rencontré quelques chrétiens pour poser cette question si ils peuvent réellement être influencés par ces différentes sorties. La sphère politique camerounaise a l'ère de l'évangélisation. Le mois de décembre 2024 a été marqué par des sorties succinctes des évêques camerounais proscrivant la candidature du président Paul Biya pour les prochaines élections présidentielles au Cameroun. Les réactions de ces évêques peuvent-elles influencer le choix des chrétiens catholiques dans les urnes? Ça n'influence pas. Ça n'influence pas. Parce que le choix, c'est individuel. Je suis un être libre et bien équilibré. Je crois que l'évêque est dans son rôle de prêcher. Maintenant, à ceux qui reçoivent l'information, de savoir comment l'utiliser. Mais pour ma part, personnellement, cette sortie n'a rien à influencer sur mes choix politiques. Si pour certains, cette sortie est insignifiante, il n'en demeure pas moins que les chrétiens catholiques soutiennent mordicus leurs évêques. Moi-même, je suis sur la même ligne que les évêques, que le président, son excellence Paul Biya, ne doit plus se présenter. D'ailleurs, que nous tous on voit le pays, que ça s'empire de jour en jour. Moi-même, je suis même d'accord avec l'archevêque métropolitain de Douala qui a fait la sortie à RFI le 25 décembre en demandant que lui-même, le président, organise sa transition pour qu'il n'y ait pas le coup d'État forcé. Moi-même, je suis très d'accord. Je suis d'accord avec les évêques, qu'on s'asseye, on organise, on vote un nouveau code électoral avec de nouveaux dirigeants de la transition. C'est comme ça que je suis d'accord avec eux. Des réactions mitigées qui alimentent le suspense sur le choix électoral. Octobre 2025, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Francine Anyama. Oui. Anyama. Ouais. Comme Nyama. Si vous voulez. Vous savez, quand on était plus jeune, du Nyama, c'est pour manger. Effectivement, c'était ça. Mais elle, c'est Anyama. Anyama, voilà. Qui a donc signé cet élément. Et là, les Camerounais, les chrétiens, ont donné leur avis. Dire qu'ils ne sont pas influencés. C'est pas une affaire de gourou. Oui, certains. Bon, on a eu 3 intervenants dans le reportage. On a vu que 2 disent qu'ils ne sont pas influencés. Ouais. Mais il y a un qui dit qu'il est tout à fait d'accord avec la sortie des évêques. Et il est d'ailleurs très motivé à l'idée de proposer au président sortant d'organiser lui-même sa propre transition. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Mais nous pensons quand même qu'il est normal que nous nous intéressions à cet aspect des choses parce qu'au final, ce sont les populations qui décident, qui élisent et qui, au final, donnent quitus ou mandat vous donneront mandat au prochain président. Donc, il peut être loisible d'un camp comme dans l'autre de voir que certains chrétiens ou alors certaines populations disent ne pas être influencés par par ces multiples sorties des évêques parce que eux-mêmes ils s'assument, ils ont leur choix politique et ils les assument pendant que d'autres pensent le contraire. Donc au soir d'octobre prochain, peut-être qu'on verra si les sorties des évêques auront véritablement influencé les chrétiens. Voilà. On sait aussi sur cette question, c'est-à-dire que, je le disais avant qu'on regarde cet élément, les hommes politiques se sont exprimés, les chaînes de radio, de télé, Vincenzo Guidjol. Il est aussi utile d'écouter des chrétiens qui s'expriment. On est dans un pays de liberté et les gens vont à l'église pour adorer Dieu. Ils ont certainement beaucoup de respect aussi pour le prêtre, le pasteur, etc. Mais politiquement correct, ils ont la liberté de choisir. Même si parfois, dans certaines structures, on a l'impression que certains hommes d'église sont comme des gourous qui donnent la ligne en disant
aller à gauche et tout le monde va à gauche. Moi, je ne ferai pas la même lecture que vous. Hein. Moi, je ne vois pas le chrétien qui s'exprime là-bas. Ce sont des chrétiens. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais attends. Moi, je peux vous dire, ce sont des citoyens. Ce n'est pas écrit sur eux, chrétiens. Vous comprenez? Même quand vous les voyez à l'intérieur de l'église, là, c'est peut-être des croyants. Peut-être. Mais c'est des citoyens. Et ceux qui leur prêchent l'évangile, là, vous pouvez les appeler également clergés, vous pouvez les appeler également autorité morale. Et vous savez, la morale, exactement comme la règle de droit, fait partie de ce qu'on appelle les régulateurs de la vie en société. Donc moi, je dis, il faudrait beaucoup plus regarder ces hommes de Dieu ici comme des autorités morales qui essayent de montrer peut-être la voie aux citoyens. Bon, mais maintenant, nous sommes en démocratie et en plus, la laïcité est consacrée au Cameroun. Il y a une forme de tolérance au niveau des obédiences religieuses. Donc moi, la lecture que je fais ici, c'est que je ne vois pas le chrétien, je vois le citoyen qui s'exprime. La preuve en est que dans les propos là, on n'a pas entendu parler de la Bible, on n'a pas entendu parler de Dieu. On parle de la société. Si on rentre dans la Bible, certains vous diront que le pouvoir, l'autorité vient de Dieu. L'intérieur de l'Église. Mais une fois hors de l'Église, on s'occupe des problèmes de la société. Ce sont des citoyens, c'est vrai. Ce sont des chrétiens. Certains ont beaucoup de foi à l'Éternel. Lorraine, Mendo, très souvent, on n'écoute pas les populations. Très souvent, on n'écoute pas les autres. C'est-à-dire qu'on est sur un plateau, on dit on est sur un plateau sérieux. Et les patrons des dimanches sur les chaînes dictent leur loi, mais en réalité, les populations ne sont pas toujours impliquées. Pourtant, au bout du bout, chaque Camerounais est appelé à donner son vote à son candidat. Bon, oui, c'est vrai que en même temps, le pouvoir n'appartient pas à la rue. Donc, oui, c'est une vérité. En même temps, le pouvoir n'appartient pas à la rue. Autant C'est la rue qui donne le pouvoir à ceux qui le tiennent. Ben oui. Je prends ça vraiment avec beaucoup de, on va dire quoi, de pincettes. Parce que dire que c'est la rue qui donne le pouvoir, peut-être c'est ce qu'on aime entendre, mais la vérité c'est que c'est pas toujours exactement ça. Rue ici, pas entendu dans le sens péjoratif, hein, dans le sens des citoyens, de la population. Non, oui, là, voilà. je comprends. Je appartient au peuple. Je suis d'accord. Je ne voulais pas vraiment... Laurent, allez-y. À vous la parole. Dans ce débat. Donc, les populations, quand même si elles n'ont pas véritablement le droit de citer de manière, je vais dire, de manière publique sur certains sujets, à la fin de la journée, le devoir leur revient quand même. C'est pas parce qu'on ne vous a pas donné la parole que vous n'avez pas votre droit de vote. Encore que parfois, même lorsqu'on vous donne la parole, bon, je sais pas trop, certains même qui ont la parole n'ont pas véritablement cette culture du devoir citoyen, parce que je peux quand même parier qu'il y a certains individus qui sont, on va dire quoi, qui sont reconnus comme voire des sans-voix entre guillemets qui s'expriment de manière publique, mais qui, dans le fond, n'ont peut-être même pas l'intention de se rendre dans les urnes, qui vont vous dire non, moi je préfère m'abstenir, ou bien qui vont seulement rester chez eux, ne même pas savoir. Donc, ce n'est pas le fait de s'exprimer publiquement qui donne véritablement une légitimité quant à son fait choix. De jouer, oui, quant à son choix. Mais et le vôtre reste quand même personnel et privé. Donc. Ouais, on verra bien ce qui se passera lors de la convocation du corps électoral et que les Camerounais vont s'exprimer, mais Christian Elundo, sur cette question, on est en droit de dire que quand on se retrouve dans une église, qu'elle soit dite aujourd'hui une église de réveil ou encore une église conventionnelle, on n'est pas là pour savoir que telle personne vient du R, l'autre vient du M, l'autre vient du P, etc. On est tous des croyants, en fait. En effet, à l'église, c'est ça. On y va pour adorer Dieu, pour prier. Mais quand on sort de l'église, on est... D'ailleurs, même étant à l'église, on reste toujours des citoyens. Vincenzo a bien fait de le rappeler tout à l'heure. Ouais. Et quand on sort de l'église, on est encore plus citoyen qu'on ne l'était lorsqu'on était à l'intérieur de l'église. Donc, à ce moment-là, on a l'obligation de remplir son devoir citoyen. Et c'est Lorraine qui le rappelait encore également, le devoir du citoyen qui a le droit de vote reste quelquefois secret. Donc, il sera difficile de savoir si est-ce que quelqu'un est allé voter au moment des joutes électorales. Mais il reste que, comme la chrétienté est perçue comme, en tout cas comme la doctrine chrétienne est perçue comme un dogme, vous voyez à quel niveau l'inquiétude aurait pu se situer. C'est-à-dire que
les paroles des évêques auraient pu être bues comme du petit lait pour ceux qui les écoutent, et ils pourraient se dire que bon voilà, si l'évêque a déjà parlé, qui sommes-nous pour aller à l'encontre de ce que l'évêque pense? Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la population camerounaise est suffisamment éveillée. Vous avez écouté les propos des personnes à qui on a tendu le micro tout à l'heure, qui vous disent qu'il n'est pas possible que leur vote soit influencé par ce que les évêques ont dit dans leurs propos. Donc, c'est... Il est aussi possible que cette, on va dire quoi, cette maturité, entre guillemets, soit masquée par le fait qu'il y a quand même eu des voix dissidentes. C'est pas parce que je crois que si l'Église catholique avait été unanime, le reportage n'aurait pas produit le même effet. Ça, j'en suis convaincu. C'est possible ce que vous dites, mais c'est vrai. Non, l'unanimité peut exister. L'unanimité peut exister. Même au sein des partis politiques, vous ne trouverez pas d'unanimité. C'est une possibilité. C'est difficile. La démocratie ne se nourrit pas d'unanimité. Non, mais là, quand tu parles quand même, par exemple, de l'Église catholique, on sait qu'il y a une organisation. C'est-à-dire que si l'organisation faisait une sortie officielle en disant voici notre façon de voir. Voici la voie. Voici ce qui devrait être fait. C'est pas l'Église catholique qui non, attends, les représentants de l'Église parlent au nom de l'Église catholique au Cameroun. Ça, c'est les mots pour essayer de dissuader après. Quand on a tenu un propos qui a eu un certain effet, après qu'on se rende compte que cet effet-là peut être nuisible pour nous-mêmes, à un moment donné, on fait un rétro-pédalage. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que les sorties ont été isolées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu comme une sorte de concertation entre les évêques et un évêque s'est peut-être pointé au devant de la scène et a parlé au nom de toute l'église. Christian, il y a eu un conclave des églises. Oui, ça c'est après. Là, c'est l'église. C'est un rendez-vous annuel. C'est un rendez-vous. Là, nous parlons encore de ce qui s'est passé avant. Avant que le conclave n'ait lieu. Parce que l'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour lors de ce conclave, c'était ça. Et il fallait justement que l'église donne une position claire. C'est pour ça que c'était l'église. Bien avant, c'était pas l'église qui s'exprimaient. C'était les représentants de l'église, des autorités morales. Et j'ai coutume de dire, c'était même la société civile qui s'exprimait. À Boya maintenant, vous extrapolez beaucoup. Arrêtez votre show, monsieur. Arrêtez votre show. Maintenant, c'est l'église catholique qui s'exprime. Attendez. Un évêque prend la parole, Vicenzo. Un évêque prend la parole, dit que c'est la société civile. C'est la société civile. Le fait partie de la société civile, ça c'est vrai, mais après... Il va falloir s'y habituer, ça sera comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait débat parce que nous sommes en année charnière. Mais l'église s'est toujours exprimée. Je veux dire, les hommes d'église se sont toujours exprimés. C'est d'influencer les non, pas nécessairement. Moi, ce qui me console, c'est que après avoir écouté ces propos de ces personnes qu'on a interviewées, elles vous disent carrément que, en dehors d'une seule personne, les autres vous disent carrément que leur choix ne saurait être influencé par les postures de ces évêques-là. Parce que après, si on pousse cet échange, si on pousse cette discussion, vous allez vous rendre compte qu'il y a même aussi beaucoup de griefs que les chrétiens formulent, même s'ils ne le disent pas clairement à l'endroit de ces clergés. Parce que le clergé aussi, on peut le classer à la catégorie de la classe, comment je veux dire, bourgeoise. Bien sûr. Je vais prononcer le mot parce que c'est des gars qui mènent une certaine vie, qui ont une certaine aisance matérielle. Ils ont été formés pour ça. Oui, qui ont une certaine aisance matérielle qui se la coule douce. Pour utiliser les mots du quartier. La soutane d'un prêtre, ça coûte cher. Et donc, à un moment donné, l'église ne ressent pas forcément, ou alors les dirigeants de l'église ne ressentent pas forcément les mêmes frustrations ou les mêmes difficultés que le peuple qui est en bas. Vous voyez un peu. Donc, ça peut avoir un effet double. À un moment donné, le peuple ou les chrétiens, comme on a voulu les appeler ce matin, peuvent se dire, bon, attendez, ceux-ci, ils nous parlent comme ils nous parlent là, alors qu'eux-mêmes, c'est la coule douce, comme j'ai dit tout à l'heure. À quoi ça sert de les suivre si, quand eux-mêmes, ils mangent là-bas en haut, entre guillemets, ils ne pensent pas à nous jeter pour nous ici en bas. Sauf qu'ils ne sont pas dans le cercle décisionnel. Non, laissez-nous. Vicenzo, merci. Je vais expliquer quelque chose à Vicenzo. L'église, oui, à vous, Vicenzo, je vais vous expliquer. Écoutez au moins ce qu'elle a envie de dire. Elle a son opinion. C'est la hiérarchie. Quand le pape François s'exprime, il s'exprime au nom de toute l'église catholique du monde.
si l'archevêque de Yaoundé s'exprime, il s'exprime au nom de l'archidiocèse de Yaoundé. Si Monseigneur Cléda s'exprime, il s'exprime au nom de l'archidiocèse de Douala. Donc, vous ne pouvez pas dire... Ça, c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis, c'est la réalité, c'est organisé. L'Église catholique romaine est organisée, Vincenzo. Ce n'est pas mon interprétation. L'Église catholique est organisée et hiérarchisée. Donc, lorsqu'un évêque fait une sortie, il ne parle pas en son nom propre. Et surtout dans certaines circonstances. Voilà Donc, vous ne pouvez pas dire que Monseigneur Cléda s'est exprimé en tant qu'individu. Il ne s'est pas exprimé en tant qu'individu. Il n'était pas dans sa chambre. Et cette divergence d'opinion, ça exprime quoi? Qu'est-ce que vous appelez ça on les écoutait, les évêques, ils ne disaient pas la même chose. Ils ne parlaient pas au nom de l'Église, ils ne parlaient pas au nom du pape. Ils ne parlent pas au nom du pape. Ils ne parlent pas au nom du pape. Le pape, ce n'est pas ces hommes d'église là, ces évêques-là, c'est aussi des êtres humains et on sait tous que à un moment donné, ils peuvent avoir des faiblesses d'appartenance à certains camps. Ouais. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités, gars. Et maintenant aussi, si on va... on a vu dans certains pays des hommes d'église. Vous appelez très souvent les hommes de Dieu. Moi, je suis également un homme de Dieu. Nous sommes les hommes d'église s'engager politiquement. C'est-à-dire que si bien sûr, en réalité tu es un homme de... Jean-Bertrand Aristide, tu t'engages politiquement. Et d'ailleurs, Jean-Bertrand Aristide est devenu président en Haïti après avoir laissé sa soutane. Simplement pourquoi? Parce qu'il avait été surmotivé après un discours tel que celui des évêques de tout à l'heure. Ok, c'est comme par exemple, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mon ami et prêtre Bakaba chez les voisins dimanche, et qui disait que si un prêtre veut s'engager politiquement, il n'a qu'à enlever sa soutane et il s'engage politiquement. Parce qu'en réalité, on n'associe pas les deux fonctions. Et Jean-Bertrand Haïti, je parle de son histoire parce que il avait enlevé la soutane après avoir tenu une homélie au cours d'une messe qui était devenue très populaire, où justement il fustigeait le fait que le pouvoir en place, en disant que les populations étaient marginalisées, les populations n'arrivaient pas à vivre décemment et un tas de choses. Et ça a donné un certain poids au pouvoir, au peuple qui lui a donné le quitus de se présenter, et il a gagné l'élection présidentielle, s'il te plaît. On fait le dernier tour, Vincenzo, d'abord. Oui, déjà, il faudrait le dire, l'Église n'est pas apolitique. Sauf que l'Église appartient à ce qu'on appelle une organisation politique non partisane. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que avec ces sorties de ces derniers jours, était toujours non partisane. Conquérir, exercer et conserver le pouvoir. Mais l'Église joue un rôle politique. La preuve en est que l'Église a précédé l'État. Historiquement, c'est comme ça. L'Église a précédé l'État. Et l'Église a même aidé l'État à s'ériger en tant que tel, en tant qu'État. Donc aujourd'hui, si l'Église joue ce rôle, ça ne peut qu'être surprenant au Cameroun. L'Église a toujours joué ce rôle. Vous avez connu Desmond Tutu. Ouais. Il a joué un très grand rôle dans la lutte contre l'apartheid, qui était une politique. Mais il n'a jamais cherché à diriger l'Afrique du Sud. Donc l'Église a toujours joué un rôle politique. Pensez aujourd'hui que pour qu'un homme politique fasse un homme d'église fasse la politique, pour qu'il enlève la soutane. Moi je dis, vous êtes en train d'enfoncer les portes. La loi Lorraine Mendo. C'est la règle. Pour vos dernières prises de parole sur cette question. J'ai juste envie vraiment de... Laissons Vincenzo dans son monde. Non, je vais laisser Vincenzo dans son monde, mais quand même, il faudrait qu'on sache que lorsqu'on fait certaines sorties au sein de l'Église catholique, qui est une église organisée et hiérarchisée, ces sorties sont interprétées parce que on ne parle pas en son nom propre, on parle au nom d'un certain nombre de personnes. Je peux aller de la petite chapelle où le curé ne parle pas en son nom, il parle au nom de tous ses fidèles, et on va monter comme sur la même échelle jusqu'au pape. Donc les sorties que font les évêques, elles sont susceptibles d'influencer les populations, et en faisant ces sorties, ils le faisaient en connaissance de cause, ils le savaient. C'était des sorties faites à dessein. Heureusement, quand même, on a certains citoyens qui ont décidé de rester et qui ont déjà leur choix. Voilà, parce que tout à côté aussi, on a toujours l'impression que ceux qui sont dans le secteur de l'opposition, qui font parfois beaucoup de boucans, ont la maîtrise de tout, en oubliant aussi que ceux qui soutiennent le système qui nous dirige
et également, ils sont nombreux et ils veulent rester d'ailleurs au pouvoir. Dans tous les cas, on verra bien ce qui se passera dans les mois à venir lors de la convocation du corps électoral. Les Camerounais vont s'exprimer, qu'ils soient chrétiens ou des païens. Ce sera en octobre prochain probablement. Qui puissent, bref, chacun va s'exprimer. Hein. Parce qu'il faut dire à Vicenzo que c'est un Camerounais, une voix. Hein. Exactement. C'est-à-dire que parce que Vicenzo va voter, je ne sais pas qui. Et ça donnera 10 voix, hein. C'est une seule voix. Vous votez pas? Je peux être inscrit. Je suis inscrit sur les listes électorales. Vous ne votez pas. Si vous ne votez pas à la pêche. Si vous ne votez pas. Si vous ne votez pas. Je suis inscrit. Si vous ne votez pas. Ça ne servira à rien que vous serez là tous les matins. C'est votre droit. Je suis inscrit. Mais je n'ai aucune obligation de voter. Vous avez l'obligation. La loi me donne. Vous avez l'obligation. Vous avez l'obligation morale de voter. C'est pas avec les leçons que vous donnez sur ce plateau tous les matins. Vicenzo ne peut pas être sur le plateau tous les matins. Sur les listes. Non, Vicenzo, vous ne pouvez pas. Vicenzo, vous ne pouvez pas nous parler de 2025 en disant que c'est une année charnière. Écoutez, faites attention et vous n'allez pas voter aujourd'hui. Le changement viendra de qui? Ça, c'est acté. Le changement viendra de qui? Le vote est libre. Le changement viendra de qui? Le vote est libre. De vous. Vous les c'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui vous plaignez. Vous ne vous plaignez pas. Subitement, vous ne vous plaignez pas. Donc, vous êtes tout ce qui se passe au pays en ce moment vous arrange, vous êtes content. Il n'y a plus de tolérance administrative, ça va, le pays se porte bien, tout est parfait, c'est magnifique et merveilleux. Contradiction, ça. Merci à Christian et Lundu pour le petit débat de ce matin. On accueille merci à vous, Marie-Noël Onana. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Visley, bonjour à Vicenzo et à Lorraine Mendoza ce matin. Marie-Noël avait déjà. Est-ce que vous avez votre carte? Vous n'avez pas de CNI jusqu'à présent. Hein? Avez-vous votre carte? Non, mais vous l'avez dit sur ce plateau. Vous n'avez pas de CNI. On est interpellé par la gendarmerie. Vous dites quoi quand vous êtes journaliste et on vous laisse passer? Oui, c'est inscrit sur mon certificat de paix journaliste, donc ils savent. C'est parfois ce que j'ai jamais compris, c'est-à-dire quand vous arrivez en contrôle. Ouais, et ils ont peur. Hein, présenter les documents, c'est comment grand? Oui, c'est comment? Il n'y a pas de l'eau à boire. C'est pas... Bon, bref. Merci beaucoup. Ce sera notre débat. Avec vous, on va ouvrir l'actualité qui tourne autour d'Internet et cela. Et on débute cette série d'actualités. Nous aurons 3 actualités. C'est un bébé qui a été abandonné devant une maison. C'est encore possible en 2025 d'abandonner des bébés? Bien évidemment, Visley, s'il y a certaines qui tuent et jettent dans des poubelles, celle-ci, je n'apprécie pas son acte. Elle, ça s'est passé au quartier Etoudi. Etoudi, c'est à Yaoundé. C'est le quartier de la résidence du président de la République du Cameroun. Bien évidemment, il s'agit donc de cette jeune demoiselle qui a déposé ce beau bébé devant la porte d'une famille. Et elle a pris la poudre d'escampette, elle est partie sans laisser un mot à la famille. Donc, les populations ont posté le bébé pour que si quelqu'un a une connaissance sur cet enfant. Alors, vous pouvez déjà prendre le temps de regarder l'image que nous propose Janvier, notre réalisateur. Oui. Peut-être que quelqu'un peut reconnaître ce bébé-là. Sauf qu'elle a pris l'engagement de laisser le bébé devant une maison. Oui. D'autres, par ailleurs, prennent aujourd'hui l'engagement de mettre l'enfant dans des poubelles, dans des bacs à ordures, dans des puits, dans des sacs même. Oui. Ça me rappelle aussi une belle histoire dans mon quartier d'enfance. Mon quartier d'enfance, c'est le village de ma mère, c'est ensemble là-bas. Et le colonel qui était le mari de Nadine Patricia, voilà, qui un matin il se lève et devant son portail il trouve un beau bébé, bien emballé, bien habillé, avec des habits de nouveau-né là, comment on appelle ça, les habits, les bébés chéris, etc. L'enfant était propre. On a appelé la télévision à l'époque, on a filmé, je crois que cet enfant est grand aujourd'hui. Mais abandonner les bébés encore, c'est possible ça, Vicenzo? On fait, quand on fait l'amour, ça se dit à la télé? Oui, ça se dit. Lorraine, ça se dit à la télé? Quand on fait l'amour, on éprouve du plaisir. On se fait des promesses que seule la mort va nous séparer. Mais dès qu'il y a le bébé, on ne veut plus assumer, Vicenzo. Ouais, cette histoire d'abandon des bébés est vieille comme le monde. Hein? Ouais, vieille comme le monde. Mais ça peut changer, non? Je ne sais pas.
Je ne sais pas si ça peut changer, mais vous savez, parfois c'est pour des raisons économiques, parfois c'est même pour des raisons d'une forme d'immaturité que vous verrez des femmes effectuer ce genre de gestes. Vous vous souvenez du joueur de football Balotelli, non? Ouais. Voilà, il est passé dans les mêmes circonstances. C'est quelqu'un qui a été abandonné sur une véranda. Il venait à peine de naître et les occupants de la maison l'ont adopté. Oui, on lui a donné le nom de Balotelli. Ouais. Donc c'est un phénomène vieux comme le monde. Bon, maintenant, les adultes qui se retrouvent en train d'entretenir des rapports tout en oubliant que ça peut générer un enfant. Ouais. Je crois quand même que c'est la question qui a lieu de se poser ici, parce qu'il faudrait quand même savoir que ce geste-là, qui consiste à se retrouver entre quatre murs et à entretenir des relations, peut être... Alors, Laurel Mendo, d'après plusieurs femmes, quand on rencontre des femmes, on parle des douleurs de l'enfantement, combien c'est difficile quand on donne vie parce qu'il y a beaucoup de douleurs. Mais est-ce qu'on peut comprendre la séparation brutale qui est opérée par cette mère? Elle s'est dit qu'elle n'a pas les moyens pour donner un avenir meilleur à cet enfant, ou d'où l'abandon? Je pense que souvent, c'est des actes qui sont bien pensés et prémédités. Et de mon point de vue, si on n'a pas véritablement les moyens de s'occuper d'un enfant qu'on estime qu'on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas, peut-être c'est quelqu'un qui mène aussi une vie dangereuse, parce que là c'est des aspects qu'on n'aborde pas souvent. Ouais. On reste très souvent carré sur la morale. Il y a des personnes qui vivent vraiment dangereusement et peut-être à un moment donné elle se dit bon, le plus grand acte d'amour que je puisse vraiment poser à l'endroit de cet enfant, c'est de le mettre c'est de le laisser entre les mains des personnes qui peuvent lui donner une meilleure vie que moi. Si par exemple il y en a quelqu'un qui vit je sais pas, peut-être qui fait partie d'un gang de criminels ou quelque chose, on sait pertinemment que l'enfant ne peut pas avoir de vie en fait dans un environnement pareil. Certains iront parfois les laisser dans des chapelles, d'autres devant les concessions des maisons, mais ce que je pense c'est que c'est toujours des gestes calculés. Peut-être qu'elle a rôdé, elle a sillonné le quartier pendant quelques jours et qu'elle a regardé, ok, peut-être cette famille c'est assez équilibré, il y a quand même un père, il y a une mère, il y a quand même un environnement. Le père de l'enfant vit là-bas. C'est toujours une possibilité. Ça aussi c'est une éventualité. Elle a la grossesse et elle a une fois c'est possible. L'enfant. Oui, ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être ça parce qu'on peut être aujourd'hui en train de croire que la jeune fille a abandonné, peut-être parce que le père ne veut pas assumer la paternité. Bon, elle va le laisser là-bas tout simplement. Alors, mais moi je vais dire quelque chose aujourd'hui à toutes ces jeunes filles qui sont amoureuses. C'est très simple. Hein? Si vous contractez une grossesse et l'auteur de la grossesse refuse d'assumer, c'est très simple. Rendez-vous au service social d'une gendarmerie ou encore d'un commissariat et allez déposer votre plainte. Le monsieur sera convoqué. Cette plainte aboutit? Non, ça aboutit. Non, je vous fais des témoignages. Par exemple, si vous allez du côté du commissariat des Foulanes, à l'époque, je produisais une émission à la radio et j'ai accompagné plusieurs filles qui aujourd'hui perçoivent de l'argent des géniteurs parce qu'en réalité, elle a signé un engagement en disant que oui, je reconnais avoir partagé l'intimité de cette fille, mais je n'ai pas voulu assumer. Et il prend des engagements en disant, chaque 8 du mois, il doit verser, même si c'est 5 000, il prend les 5 000, il va déposer au commissariat, au service social du commissariat de la gendarmerie, et la jeune dame va récupérer cet argent. Arrêtez d'être les femmes fortes indépendantes. C'est des cas rares. Hein? C'est des cas extrêmement rares. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société. Vous avez peur d'un élitiste. Franchement, moi j'ai suivi des histoires comme ça dans ces lieux que vous citez là. Nous sommes dans un contexte très machiste au Cameroun, où on privilégie beaucoup plus l'homme par rapport à la femme. Oui. C'est-à-dire que vous partez poser le problème là-bas, on vous regarde comme si on vous a même, on Vincenzo, ne vous écoutait même pas. Vincenzo, je vous parle du vécu. Hein. Ok, vous avez votre vécu, mais également je vous fais un témoignage. Il y a encore quelques jours, il y a un jeune garçon qui a été arrêté parce qu'en réalité, il avait pris l'engagement, il n'a pas respecté son engagement. Après avoir passé quelques jours dans cette gendarmerie, il a été... il a re-signé un autre engagement parce que ses parents sont venus donner ce qu'il avait promis donner chaque mois. En principe, ce que vous êtes même en train de peindre est déjà tributaire de ce que la société ne tourne pas rond.
Parce que si on doit aller à la gendarmerie... Mais le gars ne veut pas assumer, qu'est-ce qu'on fait? On force la main. Gendarmerie pour résoudre des problèmes qui relèvent des affaires sociales, pour moi, il y a un problème. Le service des affaires sociales, il faut qu'on le dise, peut-être on ne le dit pas assez, le service des affaires sociales au Cameroun ne fonctionne pas comme il devrait. C'est pour cela que parfois, les cas que vous évoquez, c'est vrai, c'est des cas qui existent, mais je vous assure que si vous faites vraiment un sondage, vous allez voir que c'est une minorité, j'ai même envie de dire une minorité négligeable. Il y a beaucoup de dossiers qui sont aux affaires sociales, qui n'aboutissent pas, et parfois les femmes abandonnent parce qu'elles sont fatiguées et ça demande souvent encore plus d'argent. On va vous dire non, il faut faire tel dossier, il faut faire. Si vous n'avez même pas d'abord l'argent pour nourrir l'enfant que vous avez, vous allez avoir peut-être 5 000, 10 000 pour aller monter des en des bureaux des gens. Non, le service social ne fonctionne pas. Si vous emmenez cette jeune fille dans les commissariats, monsieur Oye, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas comme ça. Mais quand le gars ne veut pas assumer. Le gars ne veut pas assumer parce que il a oublié ses promesses. Que les affaires sociales n'ont aucun moyen de pression sur lui. Les affaires sociales n'ont pas le moyen de pression parce qu'ils ne font pas leur travail. Mais c'est une réalité. Mais je dis, moi j'ai l'impression parfois quand certaines sont amoureuses, elles se disent, c'est le père de mon enfant, le père de mon enfant. Parlons autre chose. On va aller du côté de Kribi, qui est quand même une belle ville du Cameroun, mais sauf que Kribi a aussi une mauvaise réputation, surtout avec des kidnappings, des femmes qu'on retrouve mortes, et c'était là. Et surtout notre affaire du Mami Wata. Mais on ne parle pas du Mami Wata. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le Mami Wata. Aujourd'hui, on va parler de cette jeune dame qui a été kidnappée à cause d'une offre d'emploi. Elle est donc partie de Douala pour une offre d'emploi à Kribi. Cette femme a donc été retrouvée morte. Le ravisseur de la jeune Darol, c'est son prénom, réclamait la somme de 200 000 francs après ces menaces et des messages de supplication de la fille de 17 ans. Son corps a donc été retrouvé la semaine dernière dans la ville de Kribi. Le contact entre la victime et son bourreau a été fait via les réseaux sociaux. Un mode opératoire de plus que ces brigands utilisent. Donc, c'était une offre d'emploi via les réseaux sociaux. Elle a donc postulé. On l'a invitée du côté de Kribi. Et voilà, elle a été kidnappée. Elle est partie de Douala. De Douala, oui, je dis elle est partie de Douala. Elle est à la recherche de l'emploi. Visiblement. Oui. C'est à peu près aussi comme toutes nos sœurs qui quittent le Cameroun et qui vont travailler en Indonésie, au Liban, au Pakistan, etc. C'est vrai que c'est le chômage aussi à Vicenzo. Oui, les gens sont à la recherche du bien-être. Oui, mais au cœur de cette recherche, il y a plein de risques. Oui, oui, le chômage ne devrait pas plonger les gens dans l'imprudence. Quel est on va dire quoi, ce bon samaritain qui, du jour au lendemain, comme ça, vous propose de l'emploi? Non, mais moi, j'ai une proche qui a individuellement, vécu... comme ça, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Non, attendez, moi, j'ai une proche qui a vécu presque la même chose. C'est quelqu'un, c'était une... vous voyez, souvent sur les réseaux sociaux, il y a soit des pages ou des groupes où on poste des annonces, des offres d'emploi. Même il y a des groupes WhatsApp, des groupes Telegram où on poste des offres d'emploi. Donc, il y a une offre qui, qui correspondait à son profil. Elle a contacté une dame, au départ, elle causait avec une dame, et la dame l'a renvoyée vers un monsieur. Elle dit, vous allez rencontrer le chargé des ressources humaines qui s'appelle monsieur tel. On les a mis en contact. Elle commence à discuter avec le monsieur. Ils prennent rendez-vous quelque part, soi-disant pour l'entretien et pour qu'elle vienne déposer ses diplômes, photocopies et autres. Quand elle arrive là-bas, elle s'est fait séquestrer. Elle s'est fait séquestrer. Donc, ce n'était pas quelque chose de... On vendait le rêve. C'était une recherche d'emploi normale où, au départ, elle causait avec quelqu'un d'autre. Et elle a eu toutes les assurances. Elle a eu toutes les assurances. Elle a été mise en confiance. On lui a envoyé des documents et tout. Vous allez imprimer ceci, vous allez signer, vous allez venir avec, vous allez. Ça avait vraiment quelque chose de sérieux. C'est vrai que cette jeune fille a perdu la vie. C'est une situation pénible et très difficile. Mais quand même, sur cette question aussi, cette affaire des kidnappings, on a l'impression que de plus en plus ça s'installe au Cameroun, Vicenzo. On a mis la main sur quelques jeunes qui avaient tué également une jeune petite fille il y a quelque temps. Toute cette affaire des kidnappings, une fille qui est enlevée à l'école et tout ça. Oui, Visley, il y a beaucoup de... moi, je vais les appeler comme ça. Il y a beaucoup de naïfs sur les réseaux sociaux. Et... on va dire quoi, l'occasion faisant le larron, parce qu'il y a beaucoup de naïfs, il y a des gens qui en profitent derrière. Moi, je ne connais pas un circuit où on trouve facilement de l'emploi comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas.
Un peu trop de kidnapping, mais beaucoup de courage à nos forces de défense qui assument notre sécurité. Dernière actualité, on va quitter le Cameroun pour prendre la direction du Congo-Brazzaville. Oui. Et là, vous parlez d'un faux fils de président, Sassou Nguesso, qui vient d'être arrêté. Un faux fils de président. Oui, il s'est fait passer pour le fils du président Sassou Nguesso. Il s'appelait Sassou Nguesso Jean-Denis. Qui se faisait donc passer pour le fils du président, et avait même un garde du corps militaire qui marchait à ses côtés. Le faux fils... Avec le look aussi, la coiffure. Le faux fils et les vestes croisées. Le faux fils et son faux garde du corps ont donc été arrêtés après avoir fait de nombreuses victimes au Congo-Brazzaville, dont plusieurs jeunes filles, donc ce sont les jeunes filles qui succombaient au charme du jeune Sassou Nguesso, parce qu'il promettait une belle vie à cette dernière. Mais vous savez que les femmes sont frivoles d'argent quand même. Du boulot, vous du savez voyage. Ça, non? Pardon? Vous savez que les femmes sont frivoles d'argent. Tout le monde aime l'argent. Non, mais les femmes encore un peu plus. Non, tout le monde. Vous travaillez pour faire de la charité. On a le minimum. On fait la charité. On a le minimum quand on dit que les femmes sont frivoles. Non, le pose la question. Vous levez tous les matins, Vicenzo et Bisley. Vous venez de... Non, mais on gagne le minimum. On essaie de s'organiser. On met une activité. Non, mais les femmes sont un peu poussées par d'autres ambitions. Il faut travailler. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Les femmes travaillent. Vous pensez que les femmes ne travaillent pas? Écoutez. Comme nous sommes assises, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne travaillons pas. Vous n'êtes pas des On fait de one-man show. Mais alors, s'il a été arrêté, c'est bien, parce qu'il y a usurpation d'identité. Et on sait également que certains sont des grands maîtres chanteurs. Ils bombent le torse, ça appartenait parfois à la famille de tel député, de tel ministre. Voilà. Et parfois, même quand on arrive dans certaines cérémonies, on dirait, mais ça, c'est la fille du ministre. Donc, elle doit s'asseoir à la première place. Ça, c'est vrai quand c'est vraiment la fille du ministre. Oui. Sauf que certains portent cette identité alors qu'ils n'ont même rien à voir avec la famille. Tout ça se passe dans des sociétés d'affichage. Et du proving. Vous ne verrez pas ça aux États-Unis, en France et tout. On n'a que faire de l'enfant, d'un apparatique et tout le reste. Ok. Ici au Cameroun. Merci à Marie-Noël. Marie-Reine Nyamvam nous a rejoint. Bonjour Marie-Reine. Bonjour Visley, bonjour Vicenzo, bonjour Lorraine, Marie-Noël, bonjour, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Bon, je vais bien. Je vais bien ce matin. Le kidnapping, ça vous tente? Faut écouter un peu cher, hein? Je pense que si on organise un truc avec son joli visage, quand son père recevra la photo, elle sera à l'arbre, il peut nous donner un petit truc. Quelque chose. Marie-Noël, il peut donner un petit truc. Mais il ne faut pas encourager ce genre de choses. Sur ce plateau, on parle de culture, c'est cela? Oui, culture. On parle de culture tout à l'heure. Dans un court instant, on parlera de culture. Mais on va d'abord suivre cet élément. Vous savez que le super-maire a décidé comment on dit ça? D'interdire le commerce. Ambulant. Et comme nous sommes une chaîne sérieuse, on a annoncé cela ici. Et il fallait aller sur le terrain pour avoir un peu plus d'informations. Trottoir vide. Ce matin, sur les routes du marché Mokolo, la tension est palpable en cause du déguerpissement forcé de plusieurs commerçants ambulants. En vérité, c'est que tout le monde est parti. Puisque les sauveteurs, c'est les hommes moralisés. Tous sont allés. On n'est pas venu pousser le sauveteur. Mais en revanche, le site dont on devait nous recaser. Les gars même s'apprêtent à partir, mais ça ne peut pas quand même abriter tous les sauveteurs. Nous chasser, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une note qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui interdisait de vendre en bordure de route à partir du 20. À partir du 20. Et nous sommes effectivement le 20. Vous voyez, vous êtes sur le terrain, vous voyez l'effectivité. Nous avons d'abord respecté, n'est-ce pas, sa note. Mais sinon, nous voulons croire que le super-maire est dans l'erreur. Pour faire respecter la décision, la communauté urbaine a dû dépêcher sur le terrain les forces de l'ordre et la police municipale. Non, on est venu les chasser, on est venu les séquestrer, on est venu les chasser de leur comptoir. Mais c'était grave. On manquait un peu, on devait taper, c'est juste parce qu'il y a le code pénal. Des actions
qui sont loin de satisfaire les commerçants ambulants rencontrés dans les marchés et qui se nourrissent de cette activité. Quand on dit super-maire, le super-maire ne doit pas seulement être super pour demander aux commerçants de quitter en route, il doit être super partout. Le mot super, plus maire, ça veut dire qu'il doit être super partout. On n'est pas seulement au niveau des commerçants qui vivent en route. Les commerçants qui l'interdisent de vivre en route, il va les mettre où? On prend d'abord l'exemple des hangars qui ont conçu là-bas. Il y a les gens qui sont non commerçants parmi eux là-bas. Ils ont payé les 300 comptoirs et 200 comptoirs pour relouer même aux commerçants qui sont au marché à un prix exorbitant. Déjà, il faut déjà revoir ça. Quand il dit qu'il est super et qu'il dit qu'il est maire, parce que super et maire, il faut qu'il fait un peu le contexte de ces deux mots pour qu'on puisse en revenir, on puisse se comprendre. Les comptoirs qu'on devait nous louer à 5 000 francs, 10 000 francs, on nous loue ça à 25 000 francs. En cause des difficultés économiques, de nombreux jeunes ont installé leur commerce en bordure de route, faute de moyens pour obtenir un local, mais aussi pour écouler facilement leurs produits. L'annonce de la fin du commerce en bordure de route représente donc un vrai défi pour ces jeunes qui vivent au jour le jour. Elle s'appelle Francine Ngombeng. Elle est également notre chef d'édition. Vicenzo Guidjol, c'est néanmoins effectif là. Oui, c'est effectif, mais sauf que ça ressemble à du définitivement provisoire. Parce que de mon point de vue, on a mis la charrue avant les bœufs. Où est-ce qu'on va les caser? On aurait pu penser déjà à leur recasement. Il fallait penser déjà à leur recasement avant de prendre la décision. C'est vrai, la décision est salutaire parce qu'il faut libérer les emprises au niveau de nos marchés. Ouais. Mais sauf que de mon point de vue, on a mis la charrue avant les bœufs. Lorraine Mendo, c'est pratiquement correct. D'après Vicenzo, qui est un fabricant de la fabrication, surtout avec son vocabulaire, c'est pas très loin de Papillon Motanguia, parfois. Ça peut durer cette affaire. Non, ça va pas. On va les mettre où? Parce que oui, on les envoie. On a écouté quand même, il y a le commerçant qui dit qu'il y a des boutiques aussi, il y a des espaces, mais sauf que c'est cher. Sauf que justement c'est très cher, ce n'est pas cher, c'est juste très cher. Et on a d'ailleurs un reportage peut-être avec quand même le concours de certains moyens techniques qu'on pourra également réaliser aujourd'hui, où on parlera justement de cette problématique des emplacements. Parce que non seulement ils sont chers, mais parfois la gestion est tellement opaque qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Vous allez vous adresser à toi, on va vous dire non, ce n'est pas moi, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel. Et à chaque niveau, on va vous demander de débourser quelque chose pour vous emmener au niveau suivant. Non, c'est véritablement compliqué. On aurait peut-être pu penser à... C'est vrai, il y a des boutiques qui peut-être sont à la portée des grands commerçants, mais ces petits commerçants, ces débrouillards, où est-ce qu'on va les mettre? On aurait dû y penser avant de faire passer cette loi, entre guillemets. Ok. Cette décision du super maire, et comme le disait ce commerçant, il est maire et il est super, donc en fait, il devrait être un héros. On parle de culture tout de suite et maintenant avec Lingono et Lik Barak. Ce sont des comédiens? Je comprends pas. Bon, il s'agit de... On vous écoute pas, hein? Pour débuter cette matinale de bonne humeur, je vais vous inviter à écouter cet extrait des artistes Lil Ngono et Lil Barak qui sont quittés d'artistes à comédiens, donc avec le concours de janvier. Je vais te donner. Tu vas me donner. Là où il y a la police. Je vais supporter. Tu peux pas supporter. Comme ta tête sur là. Tu dois pas manger. Même 50 000 francs. Tu ne peux pas manger ça seul. 50 000 sur ça, c'est tout. Je dis 50 000 francs seulement, sur ça, c'est trop. En vrai? Oui. Aïe aïe. Aïe. Je vais manger l'argent là. Même 1 million. Par jour? Oui. Tu payes seulement le maquereau. Pas le maquereau. Les billets comme la 30. Ouais, je vais manger le soir avec. On ne boit pas le whisky avec. Tu veux manger le soir de 1 million. Je vais boire les réacteurs. En vrai, je peux boire que le réacteur avec, parce que c'est que ça donne la résistance, non? Mais je ne fais pas la publicité. Je mange que les soya, jusqu'à ce que l'argent là va mourir tous. Ok? Je vais t'amener demain. Ok, amène-moi l'argent là. Fais un fonds cimetière. Au cimetière encore? C'est là-bas. Eh, Nyangon. C'est là-bas qu'on donne ça. Parce qu'on va te donner ça, tu vas manger. Est-ce que ça va donner? Ça va donner. Ne me manque pas. Est-ce que je vais te tromper? On va te donner 1 million à manger chaque jour. 1 million. Chaque matin ou bien chaque soir, comme ça, vers 23 heures, tu vas prendre 1 million. Tu manges ça.
tu commences à manger, tu manges jusqu'à la soirée, c'est fini, tu prends encore l'autre. L'autre, tu ne peux pas manger dans les grands restaurants, non. Si tu manges seulement les poissons, maquereaux. Si je prends un petit bordel, on peut manger ensemble. 0, 3 seul, tu manges. Comme je suis les petits bonbons actuellement là. Les petits bonbons bien. tu manges. Yangon, oui. C'est la vérité. Quand ça arrive chez toi. Je suis en train de faire la promotion d'une nouvelle. Merde. Hommage à Maman Chantal. Maman Chantal Biya, première dame du Cameroun. Oh, alors là, c'est la meilleure partie. L'île Ngono et l'île Barak, ensemble, je pense que l'étape du clash, faux, vrai clash, est dépassée. Ça, ce sont des artistes camerounais. Oh, Lorraine, vous avez vu les artistes camerounais là? Faut avoir du respect pour les talents. Hein? Rentre à la maison. J'ai une question. Si ces deux-là sont artistes, qu'est-ce qu'on dira de Timito? Qu'est-ce qu'on dira de les Non, mais ce sont les artistes aussi, non? Vous rappelez quoi? Ils ont fait quoi? Hey! Incroyable! Non, quand l'île Ngono arrive sur scène... Bon, ça va. Parlons d'autre chose maintenant. C'est Salaciel, c'est cela, qui célèbre bientôt 10 ans de carrière. Ce sera le 14 février. Le 14 février à Moliko, c'est... voilà. Oui. L'artiste a publié sur ses pages l'annonce de ses 10 ans de carrière qui aura lieu à l'emblématique Moliko Stadium de Boya pour une célébration légendaire avec à ses côtés plusieurs artistes à l'instar de Petit Pays, Mr. Léo Loco et bien d'autres. Donc, tout le continent se donne donc rendez-vous le 14 février de ce côté-là. Et je vous invite donc à écouter son annonce qu'il a faite. Every journey has a place of birth that shapes the path ahead. For me, that place is the chariots of the gods, where my professional journey begins. From supermarket with just Fab Colo to hooking up with Anita while sipping water next to kings and queens. I am on a journey of love and hustle. And you know, man, a family man, we need to bring it back to the family table. 14th of February 2025, right here is the place for us to write a love story. A story of the past, the present, and the future. And I am bringing everyone with me, the whole family. Legendary BTP, my brothers Mr. Leo Loco, Tizi Panchako, Blessed Be, Ringu, Askia, King Luca, the Cameroon Dance Academy, and many, many, many more. It's a decade of learning and creating new formulas. It's 10 years of representing and raising musical standards. It's 10 more years to come. And it's on a Valentine's Day once more. It's the weekend. We are writing our story. And we are celebrating the history we are making together, toi et moi. I am Salatiel. And this is The Journey. Mr. General, chapeau et surtout joyeux anniversaire. Ce sera le 14 février, la journée dédiée aux amoureux. Ce sera à Moliko Stadium, c'est au stade. Allez vivre cet événement. Happy annonce son retour sur la scène. Happy des Foulane, c'est ce jeune chanteur qui a été secoué par la maladie, suite à beaucoup de filons. Bon, après plusieurs années hors de la scène, l'artiste Happy des Foulane annonce son retour sur scène, ceci avec son prochain single intitulé Viens nous sauver, qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne. Visley, lorsqu'on voit cette affiche avec l'image des cieux, le ciel, Viens nous sauver, on se demande donc si ce sera un bowling gospel ou bien on se demande faudrait s'attendre avec cette affiche-là. A-t-il donné sa vie à Dieu? C'est la question qu'on se pose. Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, mais c'est une bonne nouvelle qui amène le retour de Happy, parce qu'il faudrait se dire une vérité, c'est que Happy, c'est le premier artiste carton, succès total. Et sur le plan national, c'est vrai que Petit Malo avait fait son bon succès, Lexus également, eux qui sont les pionniers, mais Happy avait déclenché un petit truc et il a reçu d'ailleurs quelques reconnaissances. Parlons en quelques mots du Mr. General Valsero et Annie Answer
la belle Annie Anzouer, toujours belle, toujours douce. Oui, il faudrait dire que la guerre est bel et bien déclarée entre ces deux-là sur la toile, parce qu'après avoir été proches en 2024, les deux artistes se tirent des balles réelles sur la toile. La politique prend de plus en plus le dessus sur de la culture. Donc, en effet, Valsero a pris Maman Annie Anzouer pour une collaboration sur un titre et quelques spectacles en Europe le 6 juillet et le 14 septembre 2024 et ils sont montés sur scène ensemble. Mais en 2025, la donne a changé. Maman Annie Anzouer est allée réaliser une prestation le jour des vœux de Nouvel An de Maman Chantal Biya. Et comme Valsero a donc pu réagir, il a parlé de ces artistes-là qui sont allés soutenir le régime dans leur événement, ce qu'ils ne soutiennent pas et dénoncent eux-mêmes. Une sortie qui n'a donc pas plu à Annie Anzouer, qui n'a pas hésité de riposter en disant « Lorsque vous serez au pouvoir, invitez-moi, je viendrai faire mon travail à condition de recevoir mon cachet. Mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas car Papa Valsero, lui, a oublié de me payer lorsqu'il m'avait programmé à la Madeleine à Bruxelles et au Cabaret Sauvage à Paris. Peut-être qu'il n'avait pas couvert mes déplacements, ma restauration, mon hébergement. Je ne serais pas allé mendier à Etoudi. Mes précieux, je chante là où on me paye. Quand je prends du recul, vous n'êtes pas aussi parfait que vous le croyez. Une sortie qui a fait du boom sur la toile. Alors. Et à Valsero maintenant de dire qu'il ne savait pas qu'elle venait vers lui pour ses concerts-là, pour de l'argent. Ah bon? Elle devrait vivre de quoi? Qu'elle lui écrive le montant qu'il lui doit. Et il va payer. Renvoyer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas payé son hôtel, son transport? Parce qu'en réalité, elle a fait une autre publication où elle explique réellement qu'elle a eu un petit farotage, elle était obligée de payer elle-même son hôtel, son transport, et elle devrait nourrir. L'artiste vit de ses prestations. Maintenant, j'ai vu une vague de moqueries à l'endroit d'Annie Anzouer, etc. Et on est difficilement dans un environnement où on accepte l'opinion des autres. On se dit que par amour, on devrait soutenir un camp. Par amour, on devrait détester un autre camp. On va terminer cette revue d'actualité avec une femme que j'affectionne beaucoup. C'est la femme de quelqu'un, d'un artiste également que j'aime beaucoup. Je l'aime parce que c'est une chroniqueuse sur la télévision nationale ivoirienne. Et elle est assez intelligente, sauf qu'elle a souffert pendant quelques mois du cancer. Et aujourd'hui, elle parle de son amour avec son chéri, Ariel Chéné. Elle parle de ses débuts avec Ariel Chéné. Elle dit à la rencontre, Ariel n'avait rien et il ne savait pas qu'il devait avoir cette situation actuelle. Donc, je vais citer, Ariel n'avait rien, même pas la stabilité financière à l'époque. Il venait tout juste d'arriver au Togo, c'était après la crise. Et il a également, il était vraiment en train de se chercher, comme on le dit. Je n'ai pas regardé sa situation financière, mais plutôt l'homme qu'il était au fond. Derrière ce que les gens montrent parfois, il y a une sensibilité, une douceur, une timidité. C'était ça, Ariel. Quand je vous dis qu'on a parlé de 21h jusqu'à 5h du matin, on a vraiment pris le temps de découvrir qui nous étions. Ce soir-là, j'ai vu l'homme qu'il était vraiment et tout est parti de là. Il n'avait pas d'argent, il vivait encore chez un ami ensuite. Il est venu vivre avec moi dans mon petit studio. On a galéré ensemble. À un moment, on a été même mis à la porte ensemble. Et on a dû tout recommencer à zéro. Ce n'était pas facile. Et puis, on a encore tout perdu dans notre maison qui a brûlé. On a traversé de nombreuses étapes difficiles. Mais si j'avais regardé cela, si j'avais seulement regardé de l'argent ou la situation financière d'Ariel, je ne serais jamais arrivé loin avec lui. Donc, dans les relations, ce n'est pas juste une question d'argent, non, c'est ce qu'elle dit. Alors, c'est une belle histoire d'amour entre Nadia Sabé, qui est journaliste, et son chanteur de mari qui s'appelle Ariel Chéné. D'ailleurs, félicitations et beaucoup de courage à ce couple people du côté de la Côte d'Ivoire. On parlera de santé dans un court instant avec Zénabou qui s'installe, mais on accueille d'abord Yannick Efa. Bonjour Yannick et bonne arrivée sur notre plateau. Comment allez-vous? Bonjour Wesley, bonjour à Vicioso, bonjour à Lorraine, bonjour bien sûr
On ne vous écoute pas? Oui, allez-y. Maintenant, c'est voilà. Bon. Bonjour Visley, bonjour à Vincenzo, à Lorraine, également aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent encore ce matin. Alors, avec vous, on parlera tout à l'heure de basket, on parlera aussi du foot féminin, sans oublier le retour de la Champions League. Mais permettez qu'on accueille Zenabou qui nous a rejoint ce matin. Zenabou Baran, ça me rappelle un peu quand on était petit, on écoutait la FM 94. Zenabou Bomboura, voilà, Zenabou Bomboura qui était une belle voix de la FM 94. Alors, non, Lorraine n'était pas née. Lorraine est née. Lorraine a 18 ans. Vous avez 18 ans? Je suis mineur. Ah, ok, c'est bien. Restez mineur dans tous les cas. Zéna, bonjour. Bonjour, Bisley. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien ce matin. Je peux dire en plein d'énergie et je profite pour dire bonjour à tous nos téléspectateurs et à toute l'équipe de BNews Matin. Alors, votre vibe nous plaît énormément. C'est pour Merci cela bien. que ce matin, vous nous parlez de l'intoxication alimentaire. Exactement, l'intoxication alimentaire, Bisley. Oui. Allez-y. Alors, l'intoxication alimentaire est un sujet assez délicat. Déjà, on se rappelle que la semaine dernière, dans la région de l'Est Cameroun, plusieurs personnes ont perdu la vie après avoir fait un mélange de certains aliments qui, malheureusement, contenaient des virus, des parasites et bien d'autres choses. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 420 000 personnes par an meurent suite de l'intoxication alimentaire. Donc, c'est un sujet qui nous rappelle encore à l'ordre sur nos diverses habitudes et attitudes en ce qui concerne la consommation des repas. Alors, puisqu'on parle de la consommation des repas, de l'intoxication alimentaire, ça concerne tout le monde parce qu'avec l'histoire qui s'est produite du côté de l'Est Cameroun, on a vu des bébés, on a vu également des parents. Des adultes, Ouais. exactement, Visley. L'intoxication alimentaire ne concerne pas uniquement une tranche d'âge. Il suffit simplement qu'un être humain consomme des aliments qui peuvent contenir des bactéries, des virus ou alors des parasites ou des toxines. Il suffit que dans les aliments que vous consommez, qu'il y ait ces agents-là pour que vous soyez victime d'une intoxication alimentaire. Voilà un tout petit peu, mais vous avez rencontré quelqu'un également. Exactement. C'est un expert Un expert. en intoxication alimentaire ou bien expert en quoi? Elle est une nutrithérapeute et diététicienne. Donc, Alors, elle est une professionnelle de la nutrition. Qu'est-ce qu'elle nous dit ce matin? Justement, nous découvrons ensemble ce que nous dit l'expert sur l'intoxication alimentaire. On peut avoir plusieurs causes. Nous avons des causes dues aux agents pathogènes. Ça peut être des bactéries comme Salmonella, Escherichia coli ou encore les Listeria qu'on va retrouver dans les viandes des aliments qui ne sont pas bien cuits. Ça peut être des virus comme norovirus ou bien le virus de l'hépatite A qu'on va retrouver dans des eaux contaminées ou encore chez des personnes contaminées qui manipulent les aliments sans laver les mains. Savoir que l'eau, c'est le meilleur solvant du corps. Donc, il faut rester hydraté, boire beaucoup d'eau ou alors des liquides clairs comme des bouillons. Donc, on boit certains aliments et tout qu'on consomme, des légumes. Donc, on reste hydraté. Il faut savoir que les plantes, les aliments sont des couteaux à double tranchant et qu'il faut avoir des connaissances suffisantes sur ces aliments pour les manipuler et faire certains mélanges. Parce qu'individuellement, certains peuvent ne pas être toxiques, mais mélangés ensemble, ils deviennent toxiques. Donc, les aliments à éviter, c'est déjà d'éviter quand on consomme de l'alcool et qu'on est sous traitement médical. Voilà, elle s'appelle... Marc-Élise Tanqueux. Elle est belle, jolie. Ok, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? Voilà, si Est-ce qu'il y a un traitement? Bien sûr, un traitement à l'intoxication alimentaire. Voilà, il y a quelques aliments que vous pouvez prendre une fois que vous vous rendez compte que vous êtes victime d'une intoxication alimentaire. Il y a de la banane que vous pouvez prendre, mais surtout, Visley, le conseil le plus important, c'est de rencontrer un professionnel de la santé parce que chaque être humain a sa sensibilité, a son état de santé assez particulier. Alors, pour dire que l'intoxication alimentaire, c'est pas toujours le poison. Hein. C'est pas parce que ta voisine... Non, pas toujours le poison. Ta marmite pour mettre quelques produits. Oui. Vous faites souvent le sport? Pas vraiment. Pourquoi vous faites pas le sport? J'ai pas de temps. Vous n'avez pas le temps? Oui. Vous faites quoi? Je peux juste marcher, mais... Mais marcher, c'est faire un peu de sport. Oui, la marche... Mais la marche aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est une mauvaise chose. Les gens marchent... Gars, j'arrive devant là. Non, je vais en Vombi. Pourquoi ils ont honte? Non, alors qu'ils ne devraient pas. Merci à Zénab d'être venu ce matin. Vous serez là demain? Demain, nous serons là pour la Minute Santé encore. Ok, merci d'être venu. Faites un peu de sport, c'est important et c'est bon pour l'organisme.
Bigno Sport Express, le menu de Bigno Sport Express avec du basket pour l'ouverture de la saison effectuée effectivement le week-end qui vient de s'achever. C'était à travers les 2 premières journées, n'est-ce pas, du championnat national d'élite senior messieurs, un premier regroupement, n'est-ce pas, qui a eu lieu du côté du gymnase du lycée de Manungumba. C'est en Konsamba dans la région du littoral. 2 journées donc, la phase aller se sont disputées samedi et dimanche, et le constat, le tout premier qui se dégage, c'est que l'école de basket, c'est donc la seule formation qui a réussi à remporter ces deux matchs. D'abord battu ACPBA sur le score de 67-51, et puis Béac le deuxième jour 58-51. On peut prendre d'ailleurs le sentiment de l'entraîneur, le tout nouveau de cette formation de l'école de basketball de Douala, Auguste Sidjounou. Je pense que pour nous, le premier regroupement s'est bien passé parce que notre sortie nous a permis de gagner nos 2 rencontres. Donc on peut dire que ça s'est bien passé. Sinon on rentre avec un résultat positif. Bien, je pense que l'objectif d'abord d'un coach, c'est de permettre la progression de ses joueurs, de les amener d'un point A à un point B supérieur. Donc c'est ça l'objectif principal. Nous, on est juste là pour progresser dans la compétition, apprendre, développer l'équipe, développer les joueurs, aller le plus loin possible dans la... Alors, on vient d'écouter Auguste Sidjounou, qui est un entraîneur. Sidjounou, oui, entraîneur de l'école de basketball de Douala, qui a donc réussi, n'est-ce pas, pour ce début de saison, à vaincre ses adversaires par 2 fois lors de la première et deuxième journée. Et puis, du côté, n'est-ce pas, des forces armées et police, FAB Basketball de Yaoundé, on parle de FAB parce que c'est le vice-champion en titre. Alors, c'était une première sortie en demi-teinte, défaite, face à la formation de Mungozone, qui est un bleu, 52-56. Et puis, FAB s'est rattrapé le lendemain dimanche en venant à bout de Firebird sur le score de 60-51. On écoute justement aussi son entraîneur, Olivier Umbougou, à l'issue, n'est-ce pas, de ce premier regroupement. Nous constatons que cette nouvelle saison est très dure, très dynamique. Pourquoi? Parce que on a constaté que beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, autant pour moi, travaillent. On a appris que s'il faut arriver à un objectif qui est le championnat, il faut beaucoup travailler. Et la plupart des équipes encore sont motivées par rapport à la Basketball Africa League, parce que pour arriver à ce niveau, il faut travailler. D'où la saison cette année est vraiment le défi à relever. Et le niveau est très très haut. D'où au sein de notre équipe FAB, on a encore beaucoup à faire, beaucoup de réglages, tant sur les joueurs que sur les jeux tactiques et autres. FAB, c'est bel et bien force armée et police, voilà, du Cameroun. Alors, il faut dire qu'après les hommes, effectivement, les femmes vont prendre le relais dès ce week-end, samedi et dimanche, pour le compte de leur premier regroupement. C'est important. Cette fois-ci, on parle du championnat national de football et Douane et la 8e journée qui s'est jouée hier. Oui, qui s'est achevée hier. Qui s'est achevée. Avec 2 matchs, effectivement, en retard. C'était au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Il faut dire qu'en deuxième rencontre, le Canon sportif de Yaoundé était très, très attendu puisque le Canon, effectivement, qui n'arrive pas à gagner à domicile, recevait la formation de PWD de Bamenda et... Une fois encore, effectivement, le Canon a été contraint au partage de points. Il a été mené à la 24e minute avant l'égalisation qui est survenue en deuxième mi-temps à la 65e minute de jeu. 1 but partout, c'était donc le score qui a sanctionné cette rencontre entre le Canon sportif de Yaoundé et PWD de Bamenda. Enlevé de rideau, c'est Fauve Azur qui recevait un autre club de la région du Nord-Ouest, à savoir Young Sports Academy de Bamenda, dont la série noire se poursuit. 0 victoire depuis le début de cet exercice. Young Sports Academy, c'est 2 petits nuls et 6 défaites. Voyez-vous, elle reste donc lanterne rouge avec 2 petits points. On va, après la victoire effectivement de Fauve Azur Elite qui recolle au classement parmi les 4 premiers. Écoutez, l'entraîneur en chef de cette formation, il s'agit de Gabriel Aman. Nous sommes très contents. La dernière fois, on est sorti d'un match nul. Bon, là, on gagne aujourd'hui. Je pense que nous sommes très contents de cette victoire. C'est que l'objectif que le président nous a donné, c'était de gagner ce match-là. Il fallait tout faire pour gagner ce match pour se repositionner dans le peloton de tête. Je pense qu'on va continuer à prendre des points et à remonter doucement au classement. Et bon, je pense qu'on est capable d'aller titiller les grands. On va essayer. Fauve Azur et son coach qui a pris la parole après ce match.
Oui. Nul, c'est cela. Elite 1, Elite 2. On reste d'abord en Elite 1, juste pour rappeler que à l'issue, n'est-ce pas, de cette 8e journée, c'est donc Colombe qui reste solide, leader. On peut le voir à travers, bien sûr, ce classement. Colombe a 20 points dans son escarcelle, suivi de Gazelle Football Academy de Garoua qui a 17 points. Troisième, c'est Victoria United de 14 points. Et au niveau, n'est-ce pas, du bas de classement, à la lisière, on retrouve PWC de Bamenda qui a donc fait match hier avec 9 points. Et puis, Union Sportive de Douala, Bamboutos de Mbouda, Aigle Royal, Yon Sport Academy, voilà les 4 clubs pour le moment qui sont, n'est-ce pas, relégables. Une image a retenu notre attention au cours de cette 8e journée en Elite 1. Il s'agit de cette vidéo que nous allons vous proposer qui n'honore visiblement pas le football camerounais. Il s'est encore illustré. Le président de Victoria United, alias Opopo, il s'appelle Valentin Cohen. Regardez très bien, lui qui empêche donc aux officiels, à l'issue du match de son équipe face à Dynamo, un but partout dimanche dernier, de pouvoir sortir du stade. Je ne sais pas si Vincenzo, en quelques secondes, peut placer un petit mot. Vincenzo n'aura rien à dire sur cette question. D'accord. Vincenzo n'aura rien à dire. On n'aura pas le temps pour avoir Vincenzo. On passe à Elite 2, on passe à Guinée Super League. On parle de quoi? Très rapidement pour dire en Elite 2, effectivement, qu'on a donc déjà les résultats ainsi que les classements à l'issue, n'est-ce pas, de la 6e journée qui s'est disputée le week-end qui s'achève. On note juste pour ce qui est du classement provisoire dans la poule A que c'est Bafmen United qui est en tête avec 11 points, suivi de Isosa of Limbe qui a 10 points, deuxième au classement. Le dernier dans cette poule, c'est la formation de Djiko FC de Banjul avec 2 petits points. Là aussi, c'est une surprise pour l'équipe du président Joseph Fetch. Et dans la poule B, avec le classement, c'est Avion Academy de Douala du président Pierre Batamak qui a 15 points, suivi de Unisport du Onkam 11 points. Le dernier dans cette poule, c'est Dragon de Yaoundé qui n'a pas encore enregistré le moindre point depuis le début de cette saison. On enchaîne avec la Guinness Super League. Les résultats, n'est-ce pas, de la 7e journée, autant pour moi, sont déjà également disponibles depuis le week-end dernier. On va noter la large victoire. D'abord, tableau de résultats, s'il vous plaît, du côté de la régie. La large victoire vendredi dernier de la formation de l'Équipe Football qui était en roue libre, n'est-ce pas, qui a marché donc littéralement sur Authentic Ladies de Douala, 9-0. C'était le score, oui, du côté d'Oja, tout proche de nous ici, et puis FC Ebouleva qui est donc leader provisoire au classement, également qui a battu Louvre Minprof sur le score de 2-0 au classement. FC Ebouleva reste leader avec désormais 19 points au compteur, suivi de Très Préparé qui est donc deuxième avec 18 points, et au bas du classement, les 3 derniers, 10e c'est AS Awa avec 6 points. Vision Foot qui est 11e avec 6 points, mais également le 12e et bon dernier au désormais Authentic Ladies qui totalise également 6 petits points compteurs. Voilà donc la 7e journée de Guinée Super League. C'est le championnat féminin. Féminin, bien entendu. On fait un tour rapide pour parler de la Champions League européenne qui débute ce soir. Le retour à travers, n'est-ce pas, la 6e journée phase de Ligue, puisque c'est une nouvelle formule depuis le début de cette saison du côté du vieux continent. Il y a donc forcément quelques rencontres qui peuvent nous intéresser ce matin. D'abord, la réception, n'est-ce pas, de Monaco qui reçoit Aston Villa. Il faut dire que les Monégasques sont sur une série de 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, et du coup, ça inquiète un tout petit peu les dirigeants du Rocher lors de cette réception de Aston Villa qui est 5e au classement en ce moment. Et puis, on verra également que notre club français Lille se déplace dans l'enfer de Anfield pour affronter Liverpool qui, lui, est 40e, premier au classement. Lille est 8e dans ce classement. Il y a le choc Atlético Madrid, Bayer Leverkusen qui pourra également nous intéresser à partir de 21h. Merci beaucoup à Yannick Efa pour l'essentiel de Bigno Sport Express de ce matin. D'ailleurs, Yannick Efa qui vous donne rendez-vous demain dès 21h pour Intégral Sport. Tout à fait. À partir de 21h, ne manquez pas. Voici l'image de fin. On reste dans cet univers de sport. D'abord, Yannick Efa, en quelques secondes, en quelques mots. Qu'est-ce qui arrive à notre
au 24 de Dieu. Vous avez des nouvelles? Difficile de pouvoir enchaîner, n'est-ce pas, entre un match qui s'est disputé jeudi et l'autre qui s'enchaîne dimanche. Ouais. On l'a bien vu, que ce soit André Onana ainsi que l'ensemble, n'est-ce pas, de ce coéquipier de Manchester United. C'est une saison qui visiblement ressemble à la précédente. C'est dur, pas seulement pour André Onana, mais pour l'ensemble du club qui est Manchester United, qui n'est pas n'importe quel club, que ce soit du côté de l'Angleterre et par extension en Europe. Donc c'est dur. On espère qu'un jour, puisque l'ombre de Alex Ferguson continue à planer véritablement sur cette équipe, mais vivement que Alex Ferguson lâche un peu United. Vincenzo, André Onana. Je crois qu'il arrive à Manchester United au très mauvais moment. Manchester ne se porte pas bien. Ouais. C'est tout. Lorraine, vous parlez de foot pour dire un mot sur cette image qu'on peut remontrer, parce qu'il faudrait dire que Onana reste au sol parce qu'ils viennent de faire une bourde. C'était lors du troisième but, effectivement, encaissé par Manchester devant Brighton. Oui, de Baleba. L'équipe de lui qui a été une fois encore étincelant tout feu tout flamme. Je pense que... On doit faire des prières pour Onana. Pas faire des prières, mais je crois que des bouts comme ça, quand ça devient répétitif, ça pose problème, parce que ce n'est pas qu'avec Manchester United qu'il a souvent fait ces bouts qui occasionnent. Le 24 de Dieu. Non, mais oui, on l'aime bien, mais il faut lui dire la vérité à un moment donné. Il faut lui dire, je suis sûr que sur ce plateau, il n'y a pas plus grande fan d'André Onana que moi, mais parfois, oui, je dis. Oui, Vincenzo, j'ai dit. Vous êtes fan du footballeur, de l'argent du footballeur? Tout ça mélangé. Ah oui. Enfin, vous dites la vérité. Oui, parce que vous cherchez la musique, il faut bien que je trouve la musique finalement. Parfois, je crois qu'il y a des gestes. C'est vrai qu'on dit, ouais, le gardien aujourd'hui, c'est un gardien moderne et tout. Mais bon, peut-être ça paye souvent de rester... Ok. Merci. Oui, en dehors du fait que le climat soit délétère, il y a aussi ces gestes impulsifs. De production de Bignos ce matin, à Janvier, à Julie Angoula, à Gervin. Merci à Francine, à Yannick Efa, à Lorraine Mendo, à Vincenzo Guidiol. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Prenez soin de vous et surtout, bye bye.